ceux qui ne seraient pas habitués, qui viendraient par exemple des lointains plateaux de Satori ou des rives égales de la réconciliation, que le Cercle de Flore a pour vocation d'inviter tous les talents français qui sont au service du beau, du bien, du vrai, et donc de la France. Wow. Alors avant de recevoir Oberton le 13 mars, Samuel Pruvot, rédacteur en chef de Famille Chrétienne, et ensuite Nicolas Mirkovitch, aujourd'hui c'est le vrai qui nous intéresse, c'est la vérité. Marion Sigaud, vous êtes un peu un ovni. Oui. Un ovni politique. Vous avez commencé comme jeune militante à la GEC. On ne savait même plus que ça existait. Ouais. La jeunesse étudiante chrétienne. Oui, c'était pas étudiant d'ailleurs, c'était plutôt lycée, hein, mais c'est un peu du. Et donc vous adhérez naturellement aux idées de gauche en mai 68. Absolument. Et participez même au MLF. Absolument. Ne voulant pas rester simplement aux idées, vous allez en 1971 pousser l'expérience en allant dans un kibbutz. Ouais, en 1991, en pleine guerre du Golfe, vous publiez un livre chez Flammarion montrant votre amour des deux peuples ennemis. Absolument. Et vous continuez votre parcours de gauche avec le CCFD qui vous demande d'écrire un livre sur les oubliés de l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Ouais. Alors vous avez donc un cursus tout à fait honorable et tout à fait gauchiste. Cohérent, disons. Cohérent. Vous continuez en 2009, vous aggravez votre cas parce que vous adhérez à DLR, Debout la République. Ah non, là j'avais déjà viré. Là j'étais déjà en plus 2009 à gauche. Ah ben en 2009 j'étais déjà plus à gauche. Oui, enfin Debout la République, c'est oui, enfin, c'était pas à gauche. Voilà, je ne suis pas allée sur des idées de gauche. Je me suis revendiquée de venant de la gauche, mais je n'y étais plus du tout. Enfin, c'est pas trop notre tasse de thé ici, c'est pour ça. C'est autre chose, mais ça n'était pas la gauche. D'accord. C'était encore la République, mais ça n'était déjà plus la gauche. Ce que je veux dire, c'est que jusque-là, tout va bien. Vous êtes voilà, on va dire comme correct. Voilà, jusque-là, tout va bien. En 2008, vous publiez un livre sur le trafic des enfants, La Marche rouge. Ouais. Ouais. Et l'énigme d'Amiens. D'Amiens, oui, en 2010. Ouais. En 2010 aussi, vous publiez un livre que je n'ai pas lu, que j'aimerais bien lire, sur le mystère du tableau de Le Pelletier de Saint-Fargeau. Ah, bah, je vous prépare une surprise pour bientôt. Je suis en train de le mettre à jour. Vous commencez un petit peu à déraper, puisque vous citez le projet d'éducation de Le Pelletier, Le Pelletier-Payon, on ne sait plus trop. Oui, en Robespierre en tout cas. Voilà, de Robespierre, qui devient un peu inquiétant. Ouais. En 2011, vous continuez toujours sur la mauvaise voie avec des articles sur l'absolutisme royal et ses opposants, sur la décentralisation monarchique. Et vous aggravez votre cas, puisque vous êtes viré par Dupont-Aignan pour soralisme aigu. Il m'a demandé de choisir. Et vous avez choisi. Et j'ai choisi. Quand il a dit publiquement, je lui ai demandé de choisir, elle a choisi, c'était rigoureusement exact. Et alors vous continuez à aggraver votre cas en 2014, puisque vous venez à l'Université d'été d'Action française. Ah, c'est foutu. Mais jusque-là, le pire avait été évité. Or, le pire vient d'arriver. Vous venez de passer une ligne blanche, une ligne rouge, je ne sais pas, en publiant votre dernier livre, puisque vous touchez au sacré de la République. Vous venez de blasphémer envers une icône qui est François-Marie Arouet, dit Voltaire. Alors, comme on l'a dit récemment pour Roland Dumas, vous êtes sorti du cadre républicain. Oui. Je crains, Marion Sigaud, que des officiers de police ne vous attendent en bas pour vous embastiller et vous envoyer rapidement en camp de rééducation, dont vous sortirez en ayant compris que vous êtes Charlie, que la révolution n'est pas terminée, que la République est grande et que Arouet est son prophète. C'est à peu près ça. Oui. Dans cette vieille maison où beaucoup accusés injustement n'ont pas eu de procès équitable, et on va commencer par le maître de cette maison lui-même, qui avait été accusé d'intelligence, nous vous proposons de vous défendre de manière impartiale pour répondre de vos crimes anti-Charlie, anti-Voltaire, le plaignant monsieur anti-lumière, d'obscurantisme. Le plaignant monsieur Voltaire ayant eu un empêchement, je serai l'avocat commis d'office pour défendre ses droits. Et donc voilà, monsieur Voltaire est représenté ici. Et vous vous défendrez vous-même. À la fin, il ne doit en rester qu'un. Et la justice républicaine, en qui nous avons toute confiance, a décidé que ce serait bien que ce soit Voltaire. Car enfin, dans ce brûlot blasphématoire, vous vous en prenez donc à un héros. Et premier chef d'accusation pour diffamation, Voltaire est quelqu'un de humble, fuyant les honneurs et quelqu'un de particulièrement modeste. Oui. Alors, il faut que l'allumer.
C'est un peu facile de répondre à ça, parce que personne n'a jamais pu prétendre une chose pareille. Je veux dire, Voltaire était un fou d'orgueil. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est une contre-vérité. Je veux dire, fuyant les honneurs, ça ne peut pas avoir de sens. Voltaire, tout petit déjà, courait après les honneurs. C'est même ça qui l'a motivé, c'est ça qui l'intéressait. Quand il était tout jeune et qu'il fréquentait le Temple, alors le Temple, à l'époque de la jeunesse de Voltaire, c'était à l'époque de la Régence, hein, Voltaire est né sous Louis XIV et il a eu ses années de jeunesse sous la Régence. Sous la Régence, le Temple, c'était déjà le temple du libertinage, le temple des athées qui professaient, qui étaient là prétendument pour... Il y avait un grand prieur au Temple, hein, c'est un grand prieur, c'était un grand homosexuel, un grand partouzeur, un grand pédophile, un grand pédomane, un grand tout ce que vous voulez. Et Voltaire a fréquenté ces gens-là parce qu'il y était attiré par son parrain qui faisait partie de cette coterie. Et c'est là qu'il a commencé à se frotter aux grands de ce monde, c'est-à-dire aux gens titrés, aux gens riches, aux gens qui ne craignaient pas la loi. Donc Voltaire n'a jamais été humble et il a toujours recherché la fréquentation des gens titrés, des gens nobles, des gens puissants, et ça lui suffisait. Le fait que quelqu'un soit titré et puissant, ça lui suffisait pour mériter de le fréquenter. Alors, il n'y a pas mieux pour parler de Voltaire que Voltaire lui-même. Tout ce que j'ai mis en rouge sur ces papiers, là, c'est les citations. Vous allez voir que... Regardez. Voilà. Pour parler de Voltaire, il n'y a pas comme Voltaire. On m'a reproché, quand j'ai commencé à m'attaquer à l'icône, de frapper sous la ceinture et d'aller ramasser les ragots. Non. Ma source, c'est Voltaire, c'est toujours Voltaire. Écoutez bien ce que disait Voltaire des humbles et des puissants. Il disait en 1761, « Ce monde-ci, il faut que j'en convienne, est un composé de fripons, de fanatiques et d'imbéciles, parmi lesquels il y a un petit troupeau séparé qu'on appelle la bonne compagnie. Ce petit troupeau étant riche, bien élevé, instruit, poli, et comme la fleur du genre humain. C'est pour lui que les plaisirs honnêtes sont faits, c'est pour lui que les plus grands hommes ont travaillé. Et le petit troupeau, c'est lui et ses petits camarades. C'est-à-dire que 99,99% de la population n'intéresse pas Voltaire. Il le dit clairement, le petit troupeau, le petit nombre, ceux qui sont riches et qui ont le temps. Parce qu'il y a des gens qui sont riches et qui n'ont pas le temps. On est d'accord, des gens qui sont riches et qui courent après ceci et cela. Mais lui, il est riche et il a le temps. C'est le petit troupeau, riche, bien élevé, instruit, poli, la fleur du genre humain. Alors la modestie et l'humilité, non, vraiment. Les honneurs, il n'a fait que courir après, et il était même capable de tricher. C'est-à-dire que Voltaire était capable de courir après de faux honneurs. Et quand on a le sens de l'honneur, un faux honneur, c'est pas de l'honneur, c'est du déshonneur. Donc il avait à ce point pas le sens de son propre honneur qu'il courait après des faux titres. Je vais vous en donner un exemple. Il a acheté en viager, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il aurait voulu acheter la terre du président de Brosse à 2 pas de sa propriété de Ferney au bord de Genève. Il voulait acheter cette propriété et le propriétaire ne voulait pas le vendre. Donc il a été obligé de l'acheter en viager. Et pendant le restant, jusqu'au restant de ses jours, il est resté, c'est sa nièce au moment où il est mort à Durand, la propriété, il est resté, comme on pourrait dire, propriétaire de la terre de Tournai, et il signait comte de Tournai dans ses courriers. Il est bien évident que s'il suffisait de louer une terre à un comte pour pouvoir se parer du titre de monsieur le comte, il y aurait eu moins de problèmes. Il est bien évident que celui qui est comte, c'est celui qui a hérité du titre de comte, du père de son père, et que ça se passe de génération en génération comme ça. Le titre de comte, c'est un anoblissement qui provient des rois et qui ne provient pas d'une transaction devant notaire, surtout en plus, a fortiori, une transaction transitoire, provisoire, en viager. Eh bien, Voltaire s'est permis, pendant des années, de signer Voltaire comte de Tournai. Donc il savait que ça n'était pas vrai, il savait même a priori que les gens à qui il écrivait pouvaient savoir que ça n'était pas vrai, mais il voulait quand même passer pour celui qui pouvait se faire appeler Monsieur le Comte. Ça ne s'appelle pas fuir les honneurs. Quand il a acheté la seigneurie de Ferney, il a acheté la seigneurie avec tous les droits afférents à une seigneurie, il avait droit de ceci, droit de cela, et il avait le droit de recevoir, dans une belle cérémonie, de se faire recevoir dans son domaine.
il a fait une réception digne du plus grand seigneur. Il s'est fait offrir des fleurs, des fruits, les filles avec des fleurs dans les cheveux, etc. Ses nièces étaient venues parées de diamants, de diamants et de tous les bijoux qu'il était en mesure de leur offrir. Il a fait une entrée dans sa seigneurie comme un noble, qu'il n'était pas. Il était fils de notaire. Voltaire, c'était la roture. C'était la roture. Et il n'y a aucun mépris de ma bouche en disant la roture. Moi, je suis une roturière comme on peut pas plus. Moi, je suis descendante de paysans. Donc la roture, pour moi, c'est pas une tare. Pour lui, ça en était une. Et il faisait comme s'il était noble. Donc acheter une seigneurie faisait de vous un seigneur à titre économique, mais sur le plan de la noblesse, ça n'apportait rigoureusement rien du tout. Mais il a voulu faire croire. Il a joué au seigneur noble alors qu'il n'était qu'un seigneur roturier qui avait eu suffisamment d'argent pour acheter une seigneurie. Et alors, il a su profiter de tous les droits que lui donnait la seigneurie, y compris, on y reviendra tout à l'heure, y compris ceux qu'il n'avait pas et qu'il a essayé d'avoir. Mais pour ce qu'il s'agissait d'en respecter les obligations, il n'y avait plus personne. Et une des obligations d'un seigneur, c'était de rendre la justice sur un certain nombre de points qui ne relevaient pas de la justice du commun. Les seigneurs avaient encore un certain droit de justice. Donc, quand il a eu des histoires de bagarres entre plusieurs paysans pour des histoires de paniers de noix volés ou de choses comme ça, on est venu lui demander la justice puisque ça faisait partie de ses prérogatives. Il a dit non, pas question. Alors il voulait bien toucher les sous, mais il ne voulait pas rendre les obligations. Et après il a dit non, mais la justice, c'est pas pour moi. C'est-à-dire qu'il voulait tout prendre et rien donner. Voilà. Il a tellement fait croire à son anoblissement, à son faux anoblissement, que sa propre nièce, quand elle écrivait au roi, ou quand elle écrivait à la cour pour obtenir tel ou tel passe-droit, parce que ces gens-là passaient des heures, des jours, des semaines et des années à écrire des courriers pour obtenir des passe-droits, elle signait Denis de Ferney. Elle s'appelait Madame Denis, parce que son mari s'appelait Denis, et elle signait Denis de Ferney. Voilà. Tout le ridicule de ces faux nobles était certainement concentré chez un Voltaire et chez les gens qu'il fréquentait et dont il faisait son quotidien. Il n'a jamais eu la moindre modestie et il a passé sa vie à se pousser du col pour essayer de devenir l'aristocrate qu'il n'était pas, qu'il n'a jamais été. Et je ne vois pas quel est l'aristocrate qui aurait pu avoir envie de partager le moindre titre avec un aussi sinistre individu. Voilà, j'ai bien répondu. Je crois que vous avez convaincu la Cour, vous êtes lavé de l'accusation de diffamation, donc bourreau, faites votre œuvre. Voilà, première accusation. Deuxième accusation. Non, une petite. Je suis malade, j'ai la fièvre, d'accord. Donc si je pique une canne de tout, vous m'en voudrez pas. Voilà. Donc je bois du thé pour essayer de... Et vous n'impressionnerez pas la Cour par des arguments pareils. Deuxième accusation de diffamation. Si on demande à Mme Michu ou à n'importe qui dans la rue, Voltaire est quelqu'un de pauvre, il est mort dans la misère comme tous les hommes de lettres, il est pauvre mais généreux. Alors, Voltaire est mort comme un des, alors je peux peut-être pas dire 10, c'est une des plus grosses fortunes de France. Hein. Il a accumulé, à partir de le début de sa fortune, je crois que c'est quand il a hérité de son papa, qui était notaire, donc un notaire c'est quelqu'un... Il n'était pas que notaire, il était receveur des épices, c'est-à-dire que c'était lui qui percevait pour les juges, qu'on appelait les épices, c'était ce que les gens payaient pour obtenir justice. La justice était payante. Quand vous vouliez obtenir un jugement, vous versiez ce qu'on appelait des épices, c'était pas un salaire, c'était pas des honoraires, ça s'appelait des épices, et le papa Arouet était receveur des épices, c'est-à-dire que bon, il était à l'abri, hein, il touchait beaucoup d'argent, et enfin honnêtement, hein, c'était quelqu'un de tout à fait honnête, et il a laissé un petit magot à ses enfants, donc ses 2 fils et sa fille, et il a commencé sa fortune avec ça. Et il a fait fructifier cette fortune pour mourir un des hommes les plus riches du royaume de France. Il a trempé dans tout. Alors, tout le monde dit qu'il a trempé dans le trafic d'esclaves. Laissez tomber. Et tout ce qu'il a trafiqué en dehors, c'est incommensurable. Il a trafiqué dans les fournitures de guerre. Voltaire, chaque fois qu'il y avait une guerre quelque part, s'enrichissait. Dès qu'une guerre était déclenchée quelque part en Europe, Voltaire
accumulait de l'argent, parce qu'il faisait partie des gens qui fournissaient de l'argent pour acheter soit du fourrage, soit des pantalons, des bottes, des lacets, ce que vous voulez. Et chaque fois qu'en Europe une guerre se déclenchait, quelle qu'elle soit, Voltaire s'enrichissait, s'enrichissait, s'enrichissait. Croyez-moi, le XVIIIe siècle, on a eu des guerres. L'histoire a voulu que la guerre, pendant ce siècle, ne se fasse pas, jusqu'à la Révolution, ça c'est autre chose, que la guerre ne se fasse pas sur le territoire national, mais même s'il y avait la guerre ici ou là, en Allemagne, dans les Pays-Bas ou ailleurs, en Pologne, il touchait, il gagnait. Il est mort immensément riche, il a fait de sa nièce et maîtresse, parce que c'est comme ça, monsieur couché avec la fille de sa sœur, il y a des gens qui trouvent ça bien, je trouve ça indigne. Il s'en est pas vanté de coucher avec sa nièce, mais tout le monde le savait. En plus de ça, il y a vraiment des historiens puristes qui sont allés rechercher dans la correspondance, pas tout à fait publiée, que c'est absolument avéré qu'il couchait avec sa nièce, même s'il s'en vantait pas. Donc ça s'appelle un inceste, si je suis bien informé. Et il a fait de cette nièce et maîtresse sa légataire universelle, son légataire universel. Et elle s'est trouvée du jour au lendemain, alors qu'elle avait fini par le détester, elle ne le supportait plus, à la tête d'une fortune colossale. Voltaire se vante à différentes reprises de ce qu'il possède. Et une des façons les plus avisées pour lui de s'enrichir consistait à faire la chose suivante. Comme il avait commencé à gagner de l'argent, il pouvait en prêter. Or, vous savez, bien évidemment, je ne sais pas à vous que je vais apprendre ça, que le prêt à intérêt était interdit par la tradition, par l'Église, par la morale publique. On ne prête pas à intérêt. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous lui prêtez. S'il vous rend plus que ce que vous lui avez prêté, et vous le volez. Voilà, ça s'appelle la morale catholique. Bon. Et comment faisaient les gens pour qui avaient besoin d'argent? On leur donnait de l'argent. Donc Voltaire avait de l'argent, il allait voir le maréchal-duc de Richelieu qui lui disait « j'ai besoin d'argent », et Voltaire lui disait « je vous en donne, et vous allez me verser une pension ». C'était pas de l'intérêt, c'était comme ça. Et c'est comme ça que l'interdiction du prêt à intérêt a été détournée pendant toutes les années de montée du capitalisme, jusqu'à ce que la Révolution, les Lumières, avec Turgot et consorts, commencent à dire que prêter de l'argent, que l'usure c'était quelque chose de très bien, qu'il fallait absolument que chacun puisse s'enrichir avec son bien, y compris par des taux qui seraient fixés par le marché. Donc jusqu'à ce que la Révolution ait lieu et que le crédit soit totalement libéré, comme ça a été le cas, quand on avait de l'argent, on le donnait et en échange, on percevait une rente. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que le roi de France s'est endetté. Le roi de France versait des rentes à des milliers de gens qui avaient apporté de l'argent à la royauté et qui, en échange, versaient des rentes viagères. Aussi longtemps que le détenteur de la rente était vivant, le roi continuait de payer. Et les gens qui étaient des petits malins, ils mettaient la rente sur leur petit dernier, sur leur petit, l'enfant qui venait de naître. Vous avez de l'argent, vous avez prêté à titre viager. On va dire, je sais pas, vous avez 40 ans, vous allez prêter de l'argent, on va dire, il y a une chance que ça dure 20 ans, ça peut en durer que 5, ça peut en durer 35. On ne sait pas combien de temps les gens vont vivre, mais si vous dites, voilà, je vous prête de l'argent, mais on le met sur la tête de mon petit dernier, vous imaginez les rentes que ça représentait et la ruine que ça a été pour la royauté. Ça a été la fortune de Voltaire. Voltaire prêtait de l'argent partout et il percevait des rentes au plus cher. C'est-à-dire qu'il était cacochime. Voltaire était toujours malin, il était mourant. Toute sa correspondance, il est à l'article de la mort. Dès l'âge de 20 ans, il a commencé à annoncer sa mort prochaine. Il est mort en 84. Et chaque fois qu'il arrivait à prêter de l'argent à quelqu'un à titre viager, il arrivait avec son bonnet, tout crachoté, les gens disaient on va faire une bonne affaire, et il les a tous enterrés pratiquement. Il est mort en 1778 à l'âge de 84 ans, et il a enterré beaucoup de ses créanciers. Donc il était, à ce titre, absolument riche à millions, riche à milliards, et d'une pingrerie. Vous n'avez jamais vu ça. Moi, j'ai lu des textes, alors je ne peux pas vous citer qui, malheureusement, c'est dommage, mais des gens qui ont dit la générosité de Voltaire avec les pauvres. Alors attendez, s'il y a un pauvre un jour à qui il a donné quelque chose, il faut absolument le trouver, mettre son nom, épingler son nom au mur, voilà. C'est, je veux dire, Voltaire n'a jamais rien donné, surtout pas à des pauvres. Surtout pas à des pauvres. Alors,
Par exemple, bon, vous connaissez, j'en reparlerai tout à l'heure, mais je peux dire tout à fait incidemment, vous savez qu'il a défendu la famille Calas, une fois que le père Calas a été exécuté en 1762 pour avoir prétendument assassiné son fils, bon, la veuve Calas, les enfants Calas, il a fallu lever de l'argent pour les soutenir, parce que ces gens avaient tout perdu, la justice avait saisi leurs biens et tout. Donc Voltaire a levé des souscriptions, il n'a pas donné un rond, il n'a rien donné. Il a demandé de l'argent partout. Il a demandé en Angleterre, il a demandé à la marquise, à la duchesse, à la comtesse, au roi. Il demandait partout de l'argent. Il n'y a pas de trace qu'il ait donné 10 francs. Rien. Rien. Il n'a rien donné. Mais là où il devait payer la somme la plus infime, ça le rendait malade. Alors il y a 3 anecdotes que je peux vous raconter pour vous dire à quel point il ne voulait pas payer. Un jour, il a eu l'idée de s'acheter un couteau. Voilà, comme ça, une lubie, il a besoin d'un couteau. Je ne sais pas si vous voyez le genre d'usage que Voltaire pouvait faire d'un couteau. Il n'avait pas besoin de couteau, il en voulait un, une lubie. Il fait venir un artisan qui lui présente ses couteaux, il dit celui-là est très bien. Et l'artisan lui donne un prix. Et Voltaire dit non, c'est beaucoup trop cher. Ben oui, l'artisan dit monsieur, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Il remballe ses couteaux. Non, attendez, reconnaissez avec moi. Et pendant un quart d'heure, il a supplié, il a fait tout ce qui était humainement possible pour faire baisser le prix du couteau. L'artisan lui disait, monsieur, j'entends très bien que vous ne voulez pas payer le prix, mais je ne le lâcherai pas à moins que ça. Je ferai du tort à mes enfants, je suis un honnête. Ah, vous avez des enfants? Attendez, je pourrais doter votre fille, placer votre garçon, etc. Il a promis la lune pour gagner 10%. Et comme l'artisan, qui probablement savait à qui il avait affaire, n'en a pas rabattu d'un liard, comme il voulait le couteau, il a jeté l'argent sur la table, mais vraiment, il était vaincu. C'est-à-dire que pour Voltaire, qui était riche à milliards, payer le prix sans en obtenir, mais ne serait-ce que 10% de rabais, c'était un déshonneur. Ce type voulait systématiquement ne pas payer comme les autres, ne pas payer ce qu'on lui demandait. Un jour, il était en Allemagne, c'est son secrétaire qui raconte ça, et il était dans une auberge, et là se présente un monsieur qui dit « Monsieur de Voltaire, je suis le libraire, je ne sais plus comment il s'appelait, je ne sais plus. Je suis libraire, vous êtes passé en Allemagne il y a quelques années, vous me devez tant d'argent. » Et il lui montre une reconnaissance. Il lui dit « Vous me devez tant d'argent, monsieur de Voltaire. » À quel titre? Il dit « Eh bien, ce sont des livres que je vous ai livrés et que vous ne m'avez jamais payés. » Et Voltaire regarde la facture et il voit que les livres, c'est lui qui les a écrits. Donc, puisqu'il les a écrits, il ne les doit pas. On est d'accord? Et pour ne pas payer, il a envoyé une paire de claques au libraire et ensuite, il a filé comme un... je ne vais pas être grossière, il a traversé le jardin, il est parti. Et le libraire a dit, mais attendez, j'ai jamais vu ça. Sous prétexte que c'est lui qui a écrit les livres, il faut que je lui imprime gratuitement. Mais il me les doit. J'ai là une reconnaissance qu'il a signée. Il ne voulait pas payer. 10 ans après, il arrive, il roule carrosse, il descend dans les plus beaux... Non, je ne peux pas dire qu'il descend dans les plus beaux hôtels, il se les faisait systématiquement payer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on lui présente une dette qui n'est pas contestable, il est tellement indigné qu'il retourne une paire de claques et qu'il s'en va. Comment ça s'est terminé l'histoire? Le libraire qui avait une reconnaissance de dette en bonne et due forme, il est allé au tribunal, il a gagné, il était obligé de payer. Mais jusqu'à ce qu'il ait le fusil sur la tempe, il ne payait pas. Voilà. Un troisième... L'histoire du bois dont on se chauffe, alors bon, j'ai raconté déjà abondamment cette histoire dans une conférence, il a prétendu un jour qu'il se baladait avec le fameux président de Brosse, qui était ce très très aimable magistrat qui lui avait loué, qui lui avait vendu en viager, disons, son domaine de Tournai. Il se plaint, il se promène dans les bois avec le président de Brosse, et il dit « j'aurais besoin de bois pour me chauffer cet hiver ». Et le président lui dit « mais tenez, voilà, ce brave homme-là, il est bûcheron, voyez avec lui ». Alors Voltaire fait affaire avec le bûcheron, il reçoit le bois, il se chauffe avec, il brûle tout. Pour se chauffer, il faut moins le bois, ça reste pas comme ça. Et un jour, le bûcheron envoie au président de Brosse la facture. Le président lui dit, je vous demande pardon. Ben oui, la facture du bois de monsieur de Voltaire. Il dit, attendez, le bois de monsieur de Voltaire, c'est monsieur de Voltaire qui paye. Il n'a jamais voulu payer. Ça s'est terminé au tribunal. Et comme il a été, après des années où il a usé de tout son crédit pour calomnier le président, il a écrit jusqu'au Conseil des ministres pour obtenir justice. Il a calomnié le président, il a envoyé des lettres diffamatoires absolument partout. Comme il a finalement perdu, c'est-à-dire qu'il a été obligé, le président de Brosse qui n'en pouvait plus, qui a dit ce type est fou, c'est vraiment monstrueux, il ne veut pas payer, il y avait l'équivalent de 32 stères de bois.
32 stères de bois, vous imaginez? Moi, j'en brûle 15 par an, l'équivalent de ce que je me chauffe pour 2 ans. Lui, le milliardaire, il ne voulait pas payer ça. Eh bien, pour pouvoir en venir à bout, le président de Brosse a dit, d'accord, je paye le bois, mais vous, vous allez donner la somme équivalente à une œuvre. Donc, Voltaire a été obligé de sortir l'argent de sa poche, alors que c'est le président qui a payé l'artisan. Il y avait pour 32 stères de bois, à une époque où il n'y avait pas de tronçonneuse, je crois qu'il y avait 1 mois de boulot. Mais pour lui, c'était mieux gratuit. Eh bien, il a empêché le président de Brosse d'être reçu à l'Académie française, par vengeance. Et il a réussi. Et j'ai lu les courriers qu'il a envoyés pour supplier en disant, si ce monsieur rentre à l'Académie, j'en sors. Et ses correspondants, notamment, je crois me souvenir que c'est son ami, le maréchal-duc de Richelieu. Le maréchal-duc de Richelieu, c'était l'arrière-petit-neveu du cardinal. Hein. C'était un des grands libertins du siècle, qui était un ami de jeunesse de Voltaire. Le maréchal-duc lui a écrit qu'il ne pouvait absolument pas le suivre dans toutes ses horreurs contre le président de Brosse. Il a dit, ça sera sans moi. Ben, ça a été sans lui, ça a été avec les autres. Et le président de Brosse, qui était, paraît-il, une très très belle plume, je ne juge pas de la littérature parce que je n'y connais rien, a dû renoncer à être académicien parce que M. de Voltaire ne voulait pas payer le bois dont il se chauffait. Voilà pour la générosité du bonhomme. Alors, comme le plaignant n'a pas payé d'avocat, effectivement, on va vous donner le point. Moreau, fais ton œuvre. Alors, oh, dans l'œil. Troisième. Ce n'est que l'image hein, qu'on attache. Hein. C'est la personne, bien évidemment, on est très gentil ici. Troisième diffamation dont vous êtes accusé, Marion Sigaud. Vous remettez en cause le fait que Voltaire ne serait pas le héros de l'antiracisme, l'humaniste que tout le monde nous présente. Je crois que, je ne pense pas qu'avant Voltaire, le racisme, c'était quelque chose qui existait au Royaume de France. Je veux dire, la notion de racisme, c'est-à-dire dans l'état d'esprit, par exemple, des colons, la notion de racisme n'existait pas. C'est-à-dire, bon, j'en ai voulu pour illustration, la façon qu'ont eu les Français, par exemple, au Canada, de s'entendre avec les Indiens. C'est-à-dire que l'approche française vis-à-vis des autochtones ne consistait pas à les considérer comme des inférieurs. Je ne dis pas qu'on ne les a pas exploités, j'en sais rien, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais globalement, mieux valait, quand on voyait arriver des Blancs d'Europe, que ce soit des Français plutôt que des Anglais. Le racisme n'était pas... J'ai lu d'ailleurs à ce propos une lettre de Louis XVI, une lettre qu'il avait donnée, comment s'appelle l'explorateur qu'il avait envoyé? La Pérouse, voilà. La lettre était véritablement empreinte de respect pour les populations autochtones, le respect de leur culture, le respect de leur ville. C'était rien moins que raciste dans l'esprit des autorités, c'est-à-dire que pratiquement on peut dire que le racisme, le vrai, le pur, le dur, c'est Voltaire qui l'a inventé. Alors pareil, hein, ça va être en rouge, je vais vous lire ce qu'il écrit. D'abord, on va parler d'un de ses best-sellers avant le traité de la tolérance, là, grâce à Charlie. Il y avait un autre best-seller, c'était Candide. Alors, je vais vous lire un extrait de Candide qui sert absolument partout pour montrer à quel point Voltaire a pourfendu l'esclavage. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, je cite. « Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape un doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les 2 cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. » Si on arrête là, c'est beau. Hein. Si on arrête là, c'est beau. C'est-à-dire que le malheureux petit esclave, on lui coupe la main. Plus de ça, je ne sais pas si vous imaginez, mais on ne coupe pas le bras à un gamin qui a perdu la main. Bon, enfin, bref, en admettant. Là, on peut dire qu'il pourfend l'esclavage. Écoutez la suite. Cependant, c'est un petit enfant qui parle, lorsque ma mère me vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et ta mère. Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. » C'est-à-dire que qui est responsable de l'esclavage? Les nègres, les négresses, mieux. Elles vendent leurs enfants. Elles ne vendent pas les enfants de la voisine, elles ne vendent pas les enfants du village à côté. On pourrait imaginer, entre guerres tribales, on fait des prisonniers et après on les vend. Non, non.
La maman du petit garçon l'a vendu en lui disant « Bénis tes fétiches, tu fais ma fortune ». C'est-à-dire que la mère noire africaine vend son fils par intérêt en lui faisant croire qu'en plus il faut qu'il la remercie. C'est pas du racisme, ça. Alors, c'est non seulement du racisme, mais c'est une justification en plus de l'esclavagisme. Parce que ce que nous dit Voltaire, c'est nous, et il l'a dit, il l'a redit, hein, je n'ai pas toutes les citations ici, mais il dit de toute façon, nous, on n'a pas acheté des hommes libres, on a acheté des esclaves, donc on n'est pas responsable. Les nègres sont responsables de l'esclavagisme et pas les blancs. Alors, je n'ai pas étudié le problème en détail, parce que vraiment l'esclavage, il y a tellement d'historiens qui sont penchés dessus, je ne vais pas ramener mon grain de sel par-dessus. Ce que je crois avoir compris, c'est qu'il est bien évident que les trafiquants blancs ont acheté à des trafiquants noirs, mais qu'avant que les trafiquants blancs arrivent, les trafiquants noirs, ils vendaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même bel et bien la traite qui a généré l'appel d'air et qui a transformé l'Afrique pendant les 200 ou 300 ans, je crois que ça a duré, en puissant fond de gens transformés en bêtes de somme. L'esclavage, c'est une abomination, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Mais c'est la faute des nègres. D'accord? Alors pourquoi les nègres? Pourquoi les nègres? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence mettent entre eux et les autres espèces d'hommes des différences prodigieuses. Ce qui démontre qu'ils ne doivent point cette différence à leur climat, c'est que des nègres et des négresses transportés dans les pays les plus froids, ils produisent toujours des animaux de leur espèce, et que les mulâtres ne sont qu'une race bâtarde d'un noir et d'une blanche, ou d'un blanc et d'une noire. La plupart des nègres, tous les cafres c'était le mot pour dire nègre à l'époque, sont plongés dans la même stupidité et ils croupiront longtemps. Est-ce que vous croyez qu'avant Voltaire, quelqu'un a osé écrire et publier des machins pareils? Non. Le vrai, le bon racisme, c'est-à-dire la justification de l'exploitation de populations lointaines par la démonstration de leur infériorité intrinsèque, c'est Voltaire. C'est lui. C'est lui. Et ça va marcher. Maintenant, sur les Juifs, là, ça devient intéressant. Parce que quand même, comme disait l'autre, quand j'étais à la fac, alors je ne sais pas si vous le savez, mais moi je suis allé à la fac très tard. J'y suis allé en même temps, je ne foutais rien, un peu beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Donc je ne faisais rien. Et je suis retourné à la fac à 50 ans passés. Et puis je commençais à lire quand même, parce que j'étais là pour ça. Et un jour, j'ai lu des trucs de Voltaire et je me suis permis un jour une remarque devant ma prof sur les ignominies que je découvrais de Voltaire. Et j'ai osé dire Voltaire antisémite. Je me suis fait rappeler. Alors, antisémite, jamais. Je dis pardon. Antisémite, sûrement pas. Anti-judaïque, à la rigueur. Alors, la différence, c'est que anti-judaïque, c'est une religion, alors qu'antisémite, c'est la personne, c'est l'être. Bon, alors vous allez juger. Écoutez bien. Vous prétendez, ça c'est tiré du dictionnaire philosophique, vous prétendez que vos mères n'ont pas couché avec des boucs, ni vos pères avec des chèvres. Mais dites-moi, messieurs, pourquoi êtes-vous le seul peuple de la terre à qui les lois aient jamais fait pareille défense? Un législateur se serait-il jamais avisé de promulguer cette loi bizarre si le délit n'avait pas été commun? Il les accuse de quoi, là? De zoophilie, non? En 1767, il publie « Il est très vrai, et je l'avoue en soupirant, que le Lévitique fait ce reproche aux femmes juives qui erraient dans le désert. Je dirais pour leur justification qu'elles ne pouvaient se laver dans un pays qui manque d'eau absolument et où on est encore obligé d'en faire venir un dos de chameau. Elles ne pouvaient changer d'habits ni de souliers puisqu'elles conservèrent 40 ans leurs mêmes habits par un miracle spécial. Elles n'avaient point de chemise. Les boucs du pays purent très bien les prendre pour des chèvres à leur odeur. » C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Il parle des Juifs. Il parle d'un peuple qui vit sous le même toit, enfin sous les mêmes cieux que lui. Hein? Cette conformité put établir quelques galanteries entre les deux espèces. Mon oncle prétendait que ce cas avait été très rare dans le désert, comme il avait vérifié qu'il était assez rare en Calabre, malgré tout ce qu'on en dit. Mais enfin, il lui paraissait évident que quelques dames juives étaient tombées dans ce péché. Ce que dit le Lévitique ne permet pas d'en douter. On ne leur aurait pas reproché des intrigues amoureuses dont elles n'auraient pas été coupables. Voilà. C'est pas beau?
Et il ajoute, il est constant que la cohabitation des sorcières avec un bouc, la coutume de le baiser au derrière, qui est passé en proverbe, la danse ronde qu'on exécute autour de lui, les petits coups de verveine dont on le frappe, et toutes les cérémonies de cette orgie viennent des Juifs qui les tenaient des Égyptiens, car les Juifs n'ont jamais rien inventé. Beau, hein? Bon, je vous passe toutes les horreurs. Il y a un livre de 250 pages qui s'appelle Voltaire et les Juifs, qui est fait à 100% des citations antisémites de Voltaire. 250 pages de citations à la file. Et à l'article, toujours dans son... Alors le dictionnaire philosophique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'était la mini-encyclopédie de poche de Voltaire. Comme l'encyclopédie, c'était en fait toute l'idéologie des Lumières dans un gros dictionnaire, lui, il a fait un petit dictionnaire de poche qu'il a appelé dictionnaire philosophique. Donc c'était par entrée alphabétique. Et à anthropophagie, écoutez bien ce qu'il dit. Pourquoi les Juifs n'auraient-ils pas été anthropophages? C'eût été la seule chose qui eût manqué au peuple de Dieu pour être le plus abominable peuple de la terre. Mais à part ça, c'est de l'anti-judaïsme théologique, hein, vous êtes d'accord? Antiraciste et humaniste, on va dire. La Cour demande quand même un petit complément d'enquête. Vous avez dit qu'il n'avait pas fait fortune sur la traite le commerce triangulaire, il n'a rien à voir là-dedans? Non, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas fait fortune sur la traite triangulaire, c'est un des aspects. Bien sûr, il était actionnaire de la Compagnie des Indes. Donc. Mais polariser la fortune de Voltaire sur précisément la traite des nègres, c'est passé à côté de l'essentiel. Il a fait feu de tout bois. Bien sûr, il était actionnaire de la Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes faisait du commerce triangulaire. Donc, il a touché. Mais faire de Voltaire un esclavagiste, c'est passer à côté de tout le reste. Et il était surtout profiteur de guerre. Donc, la sentence immédiate sur ordre du CRIF, de la LICRA, de la halle, de Voltaire. Le CRIF, le CRAP, le choucroune et la choucroute. Ouais, il a quand même été touché. Alors, en revanche, là, vous n'allez pas pouvoir vous défendre, à mon avis. La prochaine accusation, Voltaire, c'est quand même une victime. C'est victime des méchants rois, de l'absolutisme, des dictateurs européens, même s'ils sont éclairés, qui sont quand même des gros salauds. Ah bah surtout avec lui. Alors, d'abord, les malheurs de Voltaire ont commencé avec la royauté par l'intermédiaire du régent. Le régent, c'est-à-dire c'était pas vraiment le roi, c'était le grand-oncle du petit roi et le neveu du précédent, de Louis XIV, qui l'a fait embastiller 2 fois. Vous imaginez? Alors je vais vous expliquer. La première, il l'a fait embastiller parce que ce petit, comment on peut dire salopard, a fait circuler, et la pseudo-information circule encore, c'est-à-dire que les gens continuent de le croire, que le régent couchait avec sa fille. C'est-à-dire qu'il existe une rumeur qui accourt encore aujourd'hui, qui dit que le régent Philippe d'Orléans avait couché avec sa fille, qu'il entretenait avec sa fille une relation incestueuse. C'est Voltaire qui l'a inventé. Si vous cherchez la source de l'information selon laquelle Philippe d'Orléans aurait couché avec la duchesse de Berry, c'est Voltaire. Et c'est personne d'autre. Et il l'a inventé. Et il a été embastillé pour ça. Et il a passé 1 an à écrire des tragédies aux frais de la princesse. C'était vraiment pas cher payé. Ça s'appelle de la diffamation. Diffamation envers chef de l'État, parce que le petit Louis XV avait encore que 10 ans. Donc c'est diffamation publique envers chef de l'État, et il aurait fallu qu'il ne paye pas. Il aurait fallu qu'il ne soit pas puni pour ça. Et croyez bien que la punition était tellement douce que, et ce n'était pas le cas uniquement pour Voltaire, quelqu'un qui était embastillé, comme l'a été Voltaire pour un délit de presse, en fait, c'est un délit de presse, d'aller publier, il était pensionné en sortant. La République n'est pas si bonne fille. Hein. Essayez de faire de la prison et puis de toucher une pension en sortant, vous m'en direz des nouvelles. Et la deuxième fois qu'il était embastillé par l'affreux régent, donc le représentant de la royauté, la royauté en puissance, c'était parce qu'il essayait il s'exerçait à l'escrime pour aller trouer le ventre du prince de Rohan-Chabot. Alors, il n'avait aucune chance, bien évidemment. Le prince de Rohan-Chabot, c'était un prince, donc ce sont des gens qui savent se battre. Lui, il ne savait pas se battre, et il n'avait aucune légitimité à aller tirer vengeance du fait que le prince lui avait donné une bastonnade qu'il avait largement méritée. Donc, en fait, on l'a mis à la Bastille pour lui sauver la vie. Ça a été une façon de le mettre à l'abri, c'est son père qui a supplié. Toute la famille à Rouen était complètement affolée en disant... Alors, il se promenait comme un fou à travers...
à travers Paris, il réclamait justice parce qu'il avait pris un coup de bâton d'un prince qu'il avait insulté. Tout le monde rigolait en lui disant, mon cher ami, il ne fallait pas l'insulter. Vous l'avez insulté, vous avez donné des coups de bâton, non. Non, il voulait justice. Il a demandé au roi. Comme il ne pouvait pas atteindre le roi, il demandait à la maîtresse du régent, etc. Et quand il a compris qu'il n'aurait pas justice, il s'est mis à payer des hommes de main pour, d'une part, lui apprendre à se servir d'une arme et aller avec lui faire la... Je dis, attendez, le fait de le mettre en prison, ça a été pour lui sauver la vie. On dit merci dans ces cas-là. Non. Voilà. Donc ça, c'est le premier méchant qu'il a rencontré. Il y a un autre méchant, affreux despote qu'il a fréquenté, c'est Frédéric de Prusse. Frédéric de Prusse, qui avait... Alors Frédéric de Prusse était un francophile, un fou de culture française, un fou. C'était un Allemand, c'est un Prussien, il était à Berlin, et il avait une adoration pour la langue française et pour son meilleur serviteur, croyait-il, à savoir Voltaire, qui se faisait pousser quand même des vers. Il était un très bon versificateur. Je ne sais pas si c'était un grand poète, mais en tout cas c'était un maître dans l'art de manier la langue française. Et Frédéric de Prusse a supplié Voltaire de le rejoindre à la cour parce que là, c'était le bon temps, on peut dire, on s'arrachait les Français les plus prestigieux dans les cours étrangères. Et Frédéric était tellement amoureux de la France que sa gloire consistait à faire d'un académicien des sciences français, à savoir Maupertuis, le directeur de l'Académie des sciences de Berlin, et de faire de Voltaire, alors il l'avait nommé chambellan, je ne sais pas trop quoi, c'est-à-dire de voler à la France ses plus grands esprits pour les mettre à sa cour. Voilà. Donc l'affreux Frédéric a fait venir Voltaire, qui, tout riche à millions qu'il était déjà, lui a présenté, quand il est arrivé à Berlin, la note successive de tous les frais de machin. Il était défrayé, payé, et il présentait la note des moindres faux frais qu'il aurait eu dans le cours industriel. Il n'était pas question qu'il paye. On raconte, alors il y a tellement de gens qui l'ont connu de près, ça c'est pour l'aspect généreux, qu'il trouvait le moyen, alors qu'il était logé, nourri, blanchi et pensionné, de voler les chandelles à la table du roi tous les soirs. Vous savez comment il faisait? Au milieu du repas, il avait oublié quelque chose dans sa chambre. Alors il prenait un chandelier, il allait dans sa chambre et il revenait sans. C'est-à-dire avec le chandelier sans un chandelier. Il volait les chandelles du roi. Alors, tout le monde le voyait, il s'en foutait, du moment qu'il pouvait. Et il a traité Frédéric, qui avait vraiment une grande admiration pour lui, il l'a traité comme un chien. C'est-à-dire que Voltaire s'est servi de sa place d'honoré et d'aimer du roi à la cour de Berlin pour le voler, pour l'humilier, pour le bafouer. C'est effroyable. Frédéric a fini par piquer les colères noires, il l'a mis dehors en lui disant... Alors, il y a énormément de raisons qui ont fait que Frédéric a fini par demander à Voltaire de ficher le camp, mais Voltaire était tellement obséquieux. Il envoyait des lettres à Frédéric, on aurait dit des lettres d'un amoureux à un amoureux. Alors, soyons clairs, Frédéric était homosexuel. Ça, mais pas Voltaire. Ou alors, s'il l'a été, ça a été vraiment par intérêt. Je veux dire, ce n'est pas par goût. Bon. Et les lettres d'amour que Voltaire envoyait à Frédéric ont fini par tourner au vinaigre. Frédéric avait reçu à sa table le grand Maupertuis, qui était quand même un grand savant, et Voltaire a pris ombrage de l'amour que Frédéric avait pour Maupertuis, et il est parti en guerre contre Maupertuis. Et Frédéric lui a dit, écoutez, mon cher Voltaire, Maupertuis, c'est mon directeur de mon Académie des sciences, vous arrêtez. Oui. Et il disait oui, et il continuait. Le roi lui a dit, je vous ai pris la main dans le sac, vous arrêtez. Oui, majesté, non, j'ai rien fait. Pris les doigts dans le pot de confiture, il niait. Et il a trahi Frédéric de toutes les manières possibles. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, pour pouvoir publier ses pamphlets contre Maupertuis, il lui fallait une autorisation du roi, c'est-à-dire que c'était comme au royaume de Prusse, comme au royaume de France, il fallait une espèce d'imprimature pour pouvoir porter un texte en imprimerie. Hein, bon, il fallait une autorisation de publier. Eh bien, il a menti à Frédéric en lui faisant croire qu'il allait écrire quelque chose qu'il n'a pas écrit pour obtenir l'imprimature, pour écrire un truc contre Maupertuis, alors qu'il venait de recevoir l'ordre de ficher la paix à Maupertuis et d'arrêter. C'est effroyable. Frédéric l'a chassé de sa cour en hurlant qu'il n'avait jamais vu un fou pareil, un monstre
un monstre. Il l'a chassé, il a écrit à sa sœur en lui disant, si vous voyez passer Voltaire dans vos terres, ne le recevez pas, c'est un fou dangereux, c'est vraiment la dernière personne à fréquenter, je l'ai fait venir chez moi. Il est fou, il était fou, fou de méchanceté, fou de mauvaise foi, un dingue, qui avait réussi, il flattait tellement les gens, il avait une tellement jolie plume, quand il s'agissait de tourner un compliment, il arrivait à faire craquer n'importe qui. Vous savez, je comprends ça, parce que moi qui commence à avoir une petite notoriété, il y a des gens qui m'envoient de ces compliments par Internet, ah non, je ne suis pas né de la dernière pluie, mais je comprends maintenant comment des gens sont assez malins pour essayer de voir quels vont être vos points faibles. Et lui, il avait suraigu le sens de ça. Donc il savait tout à fait flatter Frédéric, mais quand Frédéric a compris, Frédéric a dit « je ne veux plus de ce type chez moi ». Et il l'a chassé. Alors, la méchanceté... Alors oui, une fois que Voltaire s'est retrouvé dehors, alors en plus de ça, il est parti en volant des trucs à Frédéric, qui lui a envoyé des spadassins pour aller récupérer ce qu'il avait volé. Ça a été épique, c'est des trucs, vous pouvez pas vous imaginer. Et Voltaire s'est retrouvé humilié, arrêté à Francfort avec sa nièce qui était venue le rejoindre et tout le monde rigolait, tout le monde se le sait. Il a volé, il a spéculé sur des... C'est absolument indigne tout ce qu'il a fait. Et il a été pardonné et il a continué. Mais il n'a pas le droit de dire du mal d'aucun roi régnant en Europe. Le roi de France ne le supportait pas. Louis XV ne supportait pas Voltaire. Mais il n'osait pas trop le dire. C'est pas qu'il n'osait pas, c'est qu'il n'avait pas intérêt à le dire. Donc quand Frédéric a écrit à Voltaire pour lui demander de venir, comme Voltaire s'était fait bombarder historiographe du roi, c'est quoi historiographe du roi? C'est le flatteur en titre. C'est le gars qui va raconter n'importe quelle bataille en arrangeant de telle manière que ça soit la plus grande bataille du plus grand héros, etc. C'est le flatteur en titre. Il appelait ça historiographe du roi. Donc comme il était historiographe du roi, il est allé demander à Sa Majesté l'autorisation de quitter la cour de France pour aller en Allemagne. Le roi dit oui. Oh là là, il en veut qu'il le prenne. Le seul mal que Louis XV ait fait à Voltaire a été de l'autoriser à aller retrouver Frédéric. Voilà. C'est tout ce qu'il a fait. Un jour, il était tellement obséquieux avec le roi de France, je vais vous raconter comment il faisait. Comme il était bien avec la Pompadour. Bon. Et la Pompadour couchait avec le roi. Bon, jusque-là, il n'y a pas de scoop. La Pompadour, elle organisait des pièces de théâtre pour le roi. La Pompadour, c'était une actrice et une cantatrice consommée. Elle savait tout faire, cette fille. Elle savait tout faire. Elle savait peindre, elle savait chanter, elle savait faire la comédie, elle savait broder, elle savait sculpter. Bon. Et par l'intermédiaire du théâtre des petits cabinets, Voltaire a eu la chance de pouvoir approcher l'astre, savoir Sa Majesté. Et il a fait un jour une pièce de théâtre qui s'appelait Trajan. Et c'était une tragédie. Alors, toutes les tragédies de Voltaire sont injouables. C'est abominable, c'est lamentable, c'est nul. C'est nul. C'est pas moi qui le dis, moi je le répète. Parce que j'ai rencontré suffisamment de gens spécialisés dans le théâtre et la littérature. Ils sont tous unanimes à dire qu'il a fait des jolis poèmes, mais pas une tragédie qui tienne la route, sauf une qui est un plagiat intégral d'un truc qu'il a traduit de l'italien. Voilà. Donc, il avait fait une tragédie qui s'appelait Trajan. Alors Trajan, le plus grand roi, le plus grand empereur, le plus grand. Et à la fin de la représentation, Voltaire s'approche du roi et lui dit « Trajan est content ». Et alors là, le roi... Il ne pouvait pas le voir. Il pouvait pas le voir. C'est tout le mal qu'il lui a fait. Maintenant, il y a un autre astre couronné que Voltaire a beaucoup fréquenté de loin. C'est Catherine de Russie. Makato, il disait. Ah bah oui, Makato. Ma poule, pourquoi pas. Vous savez, pour faire intime. Eh bien, une partie des échanges que Voltaire a eu avec Catherine de Russie, c'est édifiant. C'est édifiant. Écoutez bien. Catherine de Russie, Catherine II, impératrice de Russie, s'apprête en novembre 1768 à faire la guerre aux Turcs. Voilà ce que Voltaire lui écrit. Ces barbares méritent d'être punis par une héroïne du peu d'attention qu'ils ont eu jusqu'ici pour les dames. Féministes avant l'heure. Ah oui. Les Turcs, ils ne sont pas gentils avec les dames, donc on va prendre une dame pour aller leur damer le pion. Alors, il est clair que des gens qui négligent tous les beaux-arts et qui enferment les femmes méritent d'être exterminés. Exterminés. C'est-à-dire que Voltaire écrit à Catherine pour lui dire « exterminer les Turcs ». C'est ça qui est dit. Hein.
J'espère tout de votre génie et de votre destinée. Mustapha ne doit pas tenir contre Catherine. Voilà, c'est beau. Féministe en plus, hein. Toutes les qualités. La guerre éclate. Ça, c'était avant la guerre. La guerre éclate. Continuation de la correspondance. Je n'aime pas l'esclavage, il s'en faut beaucoup. C'est toujours comme ça qu'il commence. Je n'aime pas l'esclavage, je n'aime pas la peine de mort, je n'aime pas... Toujours comme ça qu'il commence. Je n'aime pas l'esclavage, il s'en faut beaucoup. Mais je ne serais pas fâché de voir vos mains turques un peu enchaînées, cultiver vos vastes plaines de Kazan et manœuvrer sur le lac Ladoga, n'est-ce pas? Gagnez la guerre contre les Turcs et réduisez-les en esclavage. Mais j'aime pas l'esclavage, j'aime pas ça. C'est pas par goût. Demander à un pays chrétien de transformer des musulmans en esclaves, c'est pas le progrès, ça? C'est les Lumières. C'est les Lumières. Le 26 février 69, la guerre à court, il écrit « Ce n'est pas assez de faire une guerre heureuse contre ces barbares pour la terminer par une paix telle qu'elle. Ce n'est pas assez de les humilier, il faut les détruire. » Un homme à idée neuve me disait, il y a quelques jours, qu'on pourrait aisément, dans les vastes plaines où vos troupes vont marcher, se servir avec succès des anciens chariots de guerre en les rectifiant. Alors lui, comme il avait eu des études classiques, il avait lu des auteurs latins, et il avait appris que, dans l'Antiquité, latin ou grec d'ailleurs, ou macédonien, je ne sais pas, ils avaient des chariots de guerre extraordinaires qu'il a voulu mettre au bout du jour pour aider sa Cato. Il dit « Il imaginait des chars à 2 timons bordés à leur extrémité d'un large chanfrein qui couvrirait le poitrail des chevaux. Chaque char très léger serait conduit par 2 fusiliers postés derrière le char sur une soupente. Ces chars précéderaient la cavalerie. Ce spectacle étonnerait les Turcs et tout ce qui étonne subjugue. » C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer à Catherine qu'il a l'idée d'un char, mais il l'avait dessiné, hein, qui pourrait, s'il était utilisé en plaine, hacher en morceaux les fantassins pendant que la cavalerie arriverait derrière. C'est ça qu'il dit. Ces chars précéderaient la cavalerie, ce spectacle... Alors, ce qui ne vaudrait rien dans un pays entrecoupé ou montagneux pourrait être merveilleux en plaine, au moins pour une campagne. L'essai coûterait fort peu de choses. Ah ben, s'il n'y a que quelques milliers de morts, c'est pas grave. Hein. Il pourrait beaucoup servir sans nuire. Une machine de guerre va pouvoir servir sans nuire. D'accord? Ça, c'est l'humanisme de Voltaire. Voilà ce que me disait mon songe creux, et je le répète, à l'héroïne de notre siècle. C'est parce que sa Cato est l'héroïne du siècle, parce qu'elle va réduire en esclavage ceux qu'elle n'aura pas exterminés, qu'il lui présente une machine à hacher menu des fantassins en plaine. Et je le répète, à l'héroïne de notre siècle, elle en jugera d'un coup d'œil, elle pourra en rire, mais elle pardonnera aux ailes. Voltaire fut l'inventeur d'un hachoir à fantassins. Eh bien, il n'a pas réussi à le vendre. Et c'est pas faute d'avoir essayé. On a toute la correspondance où il explique qu'il a essayé auprès des Français, il a essayé auprès des Turcs, il a essayé de le vendre après à Frédéric, etc. Il voulait absolument que son char susceptible de hacher les fantassins avant l'arrivée de la cavalerie soit... Et puis il a été obligé de renoncer. Ah ben, il était trop en avance sur son temps sans doute. Le 17 octobre suivant, il écrit à sa Cato « Je renais. Je rajeunis, ma législatrice est victorieuse. Celle qui établit la tolérance et qui fait fleurir les arts a puni les ennemis des arts. Elle est victorieuse, elle jouit de toute sa gloire. Allez donc, héritier des Césars, chef du Saint-Empire romain, avocat de l'Église latine, allons donc, voilà une belle occasion. Poussez en Bosnie, en Serbie, en Bulgarie. Allons, Vénitiens, équipez vos vaisseaux, secondez l'héroïne de l'Europe. » Il est en train de pousser toute l'Europe à faire la guerre derrière Catherine. Parce que ça ne suffit pas qu'il ait eu les Turcs, il faut les Serbes, les Bulgares, etc., etc. C'est un pouce au crime, ce type. Et alors, la consolation que j'ai pu avoir en disant ça, je n'ai pas de sympathie pour Catherine de Russie. Ça, voilà, du tout. Mais malgré tout, elle n'était pas si bête. C'est-à-dire qu'elle faisait comme Frédéric, elle se flattait de recevoir les courriers délirants de Voltaire, mais elle n'en faisait qu'à sa tête, elle n'a jamais suivi un seul de ses conseils. Ni pour le hachoir à fantassin, ni pour autre chose. Mais là, on voit bien ce que Voltaire fait avec les têtes couronnées. Il les utilise à son profit, que ce soit son profit personnel immédiat ou son profit idéologique. Il veut la guerre partout, normal, il touche à chaque fois. Voilà, voilà pour les grands tyrans, Catherine, Frédéric ou le roi Louis XV, tout le mal que ces grandes têtes couronnées ont fait aux grands héros de l'humanité qu'était Voltaire. Donc pour ne pas combattre pour le roi de Prusse, on presse l'orange et on jette l'écorce.
bourreau. Oui, c'est ce qu'avait dit. Oui, on presse le... Oui. Alors, en revanche, le prochain chef d'accusation, là, vous allez avoir beaucoup de mal à vous défendre. Tout le monde sait. Ça commence bien, ce genre de phrase. Tout le monde sait. Tout le monde sait que Voltaire est victime de l'intolérance insupportable de l'Église catholique. Je me demande à l'heure actuelle, parce que je suis vraiment en train de travailler beaucoup là-dessus. Hein. C'est pas du travail d'avant que je suis en train de vous donner, c'est vraiment du travail au jour le jour. Hein, depuis, je fais de l'histoire pratiquement à temps complet. Je me demande maintenant que j'entre véritablement dans la réalité du XVIIIe siècle et du siècle des Lumières, si c'est pas le mensonge le plus éhonté de tous les mensonges qu'on nous raconte. Mentir, il en restera toujours quelque chose. Mentez, mes amis, mentez. Non, c'est pas ça, c'est mentez, mes amis, mentez, je vous le rendrai dans l'occasion. L'intolérance religieuse qu'a dénoncé Voltaire est un fantasme totalement inventé par Voltaire. C'est-à-dire que ce que Voltaire appelle l'intolérance religieuse, c'est ce dont il accuse les gens qu'il veut dévaloriser. Il n'y avait pas d'intolérance religieuse dont il a eu ni à pâtir, ni lui, ni les gens qu'il a prétendu défendre. Je vais prendre un exemple qui est quand même celui qui est le plus connu, c'est celui du Chevalier de la Barre. Alors, j'ai déjà fait une conférence là-dessus, peut-être m'avez-vous déjà entendu parler de cette affaire. L'affaire du Chevalier de la Barre, ça fait partie de ces grands combats, de ces grands exemples de toute la barbarie de l'Église catholique au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que le Chevalier de la Barre est un jeune homme de 19 ans qui aurait eu le poing coupé, la langue arrachée, et, décapité. Non, qui aurait été en plus de ça brûlé à petit feu, enfin bon, c'est tout ce que racontait Voltaire, pour avoir refusé d'enlever son chapeau devant une procession. Et ça, c'est sur pression de l'Église, vraiment, avec des appels à la délation ont été lancés en chair dans les églises pour pousser les gens à raconter des horreurs, à inventer des horreurs et des n'importe quoi pour pouvoir arrêter le Chevalier de la Barre. Tout ça, c'est du délire inventé par Voltaire. Rien n'est vrai dans tout ce qu'il raconte. C'est une honte, c'est une honte. L'affaire du Chevalier de la Barre, que j'ai quand même bien étudiée, je me suis bien plongée dans l'histoire, je vais vous dire ce que c'est. Ça n'est pas un crime de l'Église, c'est un crime anticlérical. Je m'explique. Des jeunes gens à Abbeville, en 1765, ont opéré des profanations de plus en plus graves. Ils s'amusaient à faire toujours plus. C'était les charrues de l'époque. Hein. C'est-à-dire, on commence par cracher sur une hostie, après on se masturbe dessus, après on défèque au pied d'un crucifix, puis après on le casse, etc. Dans un esprit de « personne ne nous arrête, donc on va de plus en plus loin ». Bon. Ces jeunes gens étaient tous des fils de notables. Le Chevalier de la Barre était orphelin. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de papa pour le défendre, comme ses comparses ont pu avoir. C'était tous des fils de notables, donc les notables dans une petite ville, la plupart du temps, c'était des gens de justice. C'était des notaires, des procureurs, des avocats, des gens comme ça. Et le Chevalier de la Barre, quand il y a eu vraiment une profanation de trop, il est celui qui a été arrêté. Et attendez, excusez-moi. Ça va être dur. Le début du procès a embarrassé absolument tout Abbeville parce que on savait que la population était excédée de ces profanations et des insolences de ces jeunes gens qui vraiment, ils faisaient ça pour choquer la population. La population était profondément croyante, profondément pieuse, profondément pratiquante et s'amuser à détruire un crucifix qui était sur un pont pour le plaisir de choquer, c'était vraiment des petits cons, on va dire. Hein, bon. Ça ne mérite pas la mort. Ça ne mérite pas la mort. Je suis sûr que ça ne mérite pas la mort. Et même à l'époque, personne ne considérait que ça méritait la mort. C'est-à-dire que ce que la population aurait voulu, c'est une sanction soit très sévère et symbolique, soit un bannissement qui permette que tout le monde s'y retrouve. Or, sur pression, ça a été extrêmement compliqué, mais il y avait à Abbeville l'Église représentée par Monseigneur de la Motte, qui a tout fait pour obtenir le pardon et l'indulgence des autorités. C'est-à-dire que l'Église s'est manifestée d'emblée pour l'indulgence, le pardon, la réparation symbolique. Les couvents ont mis les jeunes fuyards à l'abri. Enfin, l'Église s'est vraiment mobilisée pour arranger les choses. Or, un jugement sévère a été rendu sur Abbeville, mais
C'était, disons, un jugement qui a été rendu par politique. C'est-à-dire que les juges locaux ont dit on ne peut pas, vis-à-vis de la population, faire comme si ça n'était pas grave. Donc, ils ont jugé, ils ont condamné à la peine capitale. Mais il y avait l'appel possible à Paris, et l'appel, c'était pas qu'il était possible, c'était obligatoire. Dans toutes les peines de la vie, l'appel était obligatoire à Paris. Et à Paris se trouvait, au Parlement de Paris, une coterie de magistrats anticléricaux qui voulaient la peau de l'évêque d'Amiens. Parce que l'évêque d'Amiens était un anti-janséniste qui estimait que les magistrats laïcs n'avaient pas à s'occuper d'affaires religieuses. Or, les magistrats jansénistes du Parlement de Paris voulaient être ceux qui précisément étaient ceux qui disaient précisément les affaires de l'Église doivent être réglées par les juges laïcs. C'est l'ingérence du civil dans le religieux qui a joué pour faire exécuter le chevalier de la Barre. C'est-à-dire que les magistrats, on connaît le nom du magistrat qui a requis et obtenu l'exécution du chevalier de la Barre, c'est le même qui a instruit le procès d'Amiens. C'est-à-dire c'était un type d'une cruauté absolument achevée, et il faisait partie de la coterie des magistrats jansénistes. Alors c'était quoi les magistrats jansénistes? C'était ceux qui étaient partisans du contrôle du religieux par le politique. Alors que la position de l'Église et la position des jésuites et la position des rois de France était de dire que l'Église est indépendante et qu'elle ne dépend que d'elle-même et qu'elle n'a pas à recevoir des ordres des juges. Les juges de l'époque estimaient que si un curé refusait en son âme et conscience les sacrements à un pénitent, les juges pouvaient mettre ce prêtre en prison. Alors que le prêtre disait non, je n'ai obéi qu'à ma conscience en fonction des directives de mon supérieur naturel qui est mon évêque ou mon archevêque. Donc toute la guerre, toutes les querelles religieuses du XVIIIe siècle sont la résistance de l'Église à une ingérence permanente des juges laïcs dans les affaires religieuses. La mort du chevalier de la Barre, ce sont les juges qui disent non, il a blasphémé, alors on va le tuer. L'Église pouvait supplier de l'épargner, plus l'Église demandait qu'on l'épargne, et plus les juges étaient contents de dire on ne l'épargnera pas. La personne qui aurait pu épargner le chevalier de la Barre, c'est le roi. Il ne l'a pas fait. Je ne m'explique pas pourquoi. J'ai mes hypothèses, mais je n'ai pas de réponse à la question. Je peux vous donner mon hypothèse si ça vous intéresse. Je pense que le roi a voulu laisser aux juges la responsabilité de leurs actes. Parce que la décapitation du chevalier de la Barre a été très très mal vue. Très très mal vue. C'était vraiment se faire mal voir que d'avoir fait partie de ces magistrats qui avaient fait décapiter un jeune homme de 19 ans. Tout ce qu'a raconté Voltaire sur les raisons... Voltaire a dit un jour de grand vent avait fait tomber un crucifix, c'est faux. Tout ce que Voltaire raconte est faux. Il dit que l'Église s'est précipitée pour demander des appels à la délation, ça n'a rien à voir. Les monitoires, c'était les appels à témoins fulminés en chair, mais sur injonction de la justice. C'est-à-dire qu'un prêtre recevait de la justice l'ordre de menacer des peines éternelles de l'enfer des témoins qui auraient refusé de venir témoigner. C'était pas d'aller inventer n'importe quoi. Vous avez été témoin de quelque chose, vous n'avez pas osé parler, eh bien, vous irez en enfer si vous ne parlez pas. C'est pas les prêtres ou l'Église qui décidaient ça. C'est les juges qui donnaient l'ordre aux prêtres de le fulminer en chair, et les prêtres qui refusaient, on leur saisissait leur temporel. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était le chômage. Il n'avait plus rien. C'est-à-dire que tout dans cette affaire du chevalier de la Barre, que Voltaire fait croire que c'est l'Église qui est intolérante, ce sont en fait les juges anticléricaux qui sont d'une intolérance et d'une cruauté achevée. Et ce n'est pas tous les juges, je ne mets pas tous les juges dans le même panier, c'est la coterie des juges jansénistes du Parlement de Paris. C'est très précis, on a les noms, on sait qui c'est, notamment Denis Louis Pasquier, c'était vraiment un modèle du genre. Donc, l'Église a tout fait pour faire libérer, pour faire gracier le chevalier de la Barre, et on l'accuse d'avoir poussé au crime. Mais c'est une honte, mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est exactement l'inverse. Et en plus, le truc le plus culotté, alors là je sors un petit peu de la question, parce que c'est plus les crimes de l'Église, mais là c'est encore un mensonge, pas seulement de Voltaire, mais de ces turiféraires. J'ai vu ça sur un site de la libre pensée. Pour moi, il fut un temps, je crois que la libre pensée, c'est des gens qui pensaient librement. J'ai dit, non. C'est exactement l'inverse.
Ils disent Voltaire a été le premier à se lever pour sauver le chevalier de la Barre. Ah ben non, alors là je peux vous dire que Voltaire, comme il avait sa nièce, il couchait avec une et puis il écrivait à l'autre. Hein, il avait 2 nièces, il ne couchait pas avec les 2. Mais il y en avait une qui était avec lui, à Ferney, et il y en avait une autre qui était justement à Abbeville, dites donc, juste à côté. Il a été tenu au courant depuis le début de l'affaire, qui a duré 1 an. L'affaire a commencé en août, elle s'est achevée un 1er juillet. 11 mois de procédure. Il a eu le temps d'être tenu au courant dans les moindres détails par sa nièce. Il n'a pas levé le petit doigt. C'est-à-dire que pendant que l'archevêque, qui avait 82 ans, est allé jusqu'à Versailles, il a mobilisé l'Assemblée générale du clergé qui se réunissait tous les ans pour voter le don gratuit à la royauté. Donc il a profité de ça, il est allé voir, il est allé chercher une délégation des plus grands prélats de France pour aller voir le roi, pour le supplier. Pendant que l'Église s'affolait pour essayer de sauver le chevalier de la Barre, il ne faisait rien. Si, il faisait une chose. Comme on avait trouvé dans les affaires du chevalier de la Barre son fameux dictionnaire philosophique, il s'est efforcé pendant toute cette période-là de dire ce truc-là, moi j'ai pas écrit, c'est pas moi. Et ces jeunes gens-là, mais attendez, je ne connais pas. Mais attendez, moi prêcher le blasphème. Non, vous plaisantez. Mais moi je respecte la religion, messieurs. Moi je respecte la religion. Alors je vais vous dire, ça c'est vrai que Voltaire respectait la religion. La sienne. La sienne. Je vais vous dire ce qu'il a dit sur la religion, Voltaire. Il voulait effectivement une religion parce que, dit-il, écoutez bien, il faut une religion au peuple, mon ami, mais il la faut la plus pure et la plus dépendante de l'autorité civile. C'est à quoi l'on travaille doucement dans tous les États. C'est-à-dire que tous les États, ça veut dire à travers l'Europe des Lumières, ces gens s'apprêtaient à détruire la religion catholique pour la remplacer par une religion d'État. On y est. On y est. C'est lui qui a inventé ça, lui et ses petits camarades. Parce qu'il faut une religion au peuple, c'est pas parce qu'il y croit. Il dit, il n'y ait presque aucun prince qui ne soit convaincu de cette vérité. Il y en a encore quelques-uns qui vont bien plus loin, tout cela n'empêche pas que l'on doive être sage, il ne faut triompher que quand la victoire sera complète, c'est-à-dire attaquons l'Église catholique, mais pas de front. Pas de front, soyons discrets. Donc, toutes les dénégations de Voltaire, quand il dit « moi, prêcher le blasphème, mais pas du tout, mais moi je prêche le respect de la religion », bien sûr, devant le peuple, parce que le peuple a besoin de religion, mais entre soi, hein, on peut dire ce qu'on en pense. Écrasons l'infâme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la religion que veut Voltaire? C'est une religion laïque qui dira le bien et le mal sans Dieu. Ben, c'est pas la dictature des puissants, ça, c'est quoi? S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de transcendance, qui va dire le bien et le mal? Ben, c'est celui qui a l'argent, c'est celui qui a le pouvoir. Ben, on y est. On y est. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et grandement, on lui doit. Il a largement contribué à cette destruction de la religion catholique. Il écrivait le 26 janvier 1762 « C'est bien dommage que les philosophes ne soient encore ni assez nombreux, ni assez zélés, ni assez riches, pour aller détruire par le fer et par la flamme ces ennemis du genre humain et la secte abominable qui a produit tant d'horreurs. » C'est-à-dire que ce que Voltaire prétend, c'est qu'à terme, il faudra exterminer les chrétiens par le fer et par le feu. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'ils ne sont pas encore assez nombreux. Ça s'appelle un appel au meurtre. Nous n'avons de monstres à étouffer que les jésuites et les convulsionnaires, dit-il. Alors, c'est quoi? Les convulsionnaires, c'est les jansénistes. Les jésuites, c'est les jésuites. Comme ils se faisaient la guerre, bon, ils prenaient le parti des jansénistes, hein, systématiquement. Mais pas trop non faux, parce que c'était des dingues. Les convulsions jansénistes, c'est de la furie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais dans les années 1730, il y avait un diacre janséniste qui était mort en donneur de sainteté, il s'appelait Paris, il était de la paroisse de Saint-Médard. Et à sa mort, il y a des... C'était vraiment un janséniste outré, hein, qui ne se lavait pas, qui ne mangeait pas, il faisait le catéchisme au petit garçon. Enfin, vous comprenez ce que vous voulez, il faisait le catéchisme au petit garçon. Mais à part ça, bon.
Et quand il est mort, il y a eu des miracles prétendument sur sa tombe. Et en fait, il y a eu des convulsions, c'est-à-dire que des gens qui venaient faire des singeries en poussant des hurlements de bêtes, des filles qui se dénudaient, et puis après, il y a eu des séances de sadisme. On les fouettait, on les transperçait, enfin, c'était des dingueries. Et toute la magistrature janséniste soutenait ça, jusqu'à ce que ça fasse trop désordre et qu'ils commencent à faire semblant de poursuivre. Mais de réduire les jansénistes aux convulsionnaires, c'était vraiment le réduire à sa partie la plus ridicule, la plus abjecte. Donc dire on laissera les jansénistes s'entretuer avec les jésuites, ça veut dire laissons les catholiques s'entretuer et nous on ramassera la mise. Et alors il disait nos infâmes ennemis se déchirent les uns les autres, c'est à nous à tirer sur ces bêtes féroces pendant qu'elles se mordent et que nous pouvons les mirer à notre aise. C'est pas l'amour du prochain, ça? Parce que globalement, dans le royaume de France, si vous n'étiez pas l'un, vous étiez l'autre. Ou alors le petit nombre, les Lumières, la philosophie. Mais le peuple était soit du côté des uns, soit du côté des autres. Donc on va les laisser s'entretuer, puis on tirera les marrons du feu. Il disait, les jésuites et les jansénistes continuent à se déchirer à belles dents. Il faudrait tirer à balles sur eux, tandis qu'ils se mordent, et les aider eux-mêmes à purger la terre de ces monstres. Ah bah tuez-les. Il n'est pas beau, ah, j'aime bien, hein, c'est bien Voltaire, c'est bien. Voilà ce qu'il pensait de la religion. Donc il voulait effectivement une religion dépendante de l'autorité civile, dans laquelle le bien et le mal ne seraient plus dépendants de Dieu, mais de petit nombre. Le petit nombre de gens bien, on y est. C'est le monde dans lequel nous vivons. Il est quand même mort en écrivant, je sais pas quoi, qui vénérait Dieu et la religion, et qui élaborait la superstition, je sais pas quoi. Il s'est converti avant de mourir, un peu à la Maurras, non? Voltaire ne voulait pas être jeté à la fosse commune. Voilà. Il était prêt à toutes les bassesses pour ça. Voltaire était prêt à toutes les bassesses. D'abord, à un moment donné, quand il était à Ferney, il a fait ses pas, il s'est mis à se convertir, il se faisait porter la communion. Il était prêt à toute l'hypocrisie. L'hypocrisie chez Voltaire, c'était une seconde nature. C'était une seconde nature. Non, il est mort en poussant des hurlements, en mangeant ses excréments et en... Il est mort dans un accès de folie furieuse. De folie furieuse. Alors oui, on raconte. Je ne me suis pas penchée vraiment sur le... On raconte que son entourage aurait empêché un prêtre d'approcher. C'est le diable qui est venu le tirer par les pieds. Et, il ne s'est pas trompé. Il ne s'y est pas trompé. J'imagine mal Voltaire sur son lit de mort demandant pardon à Dieu de tout ce qu'il avait fait. Il n'aurait pas eu le temps de toute façon, parce que avec tout ce qu'il avait à raconter, et compte tenu du temps qui lui restait... Non, il est mort dans des conditions absolument atroces. Il paraît qu'il mourait de soif, il y avait plein de gens autour de lui, personne ne lui a tendu un verre d'eau. Il est mort comme un chien dans une cabane au fond d'un jardin, pendant que tout Paris se pressait dans le salon de sa nièce. C'est une mort assez terrible, et on a vraiment... Le Tronchin, qui était son médecin, on a été traumatisé de ce qu'il a vu. Tronchin le suivait depuis longtemps, il était son médecin depuis des années. Il a mis des mois, je crois, à se remettre du traumatisme de la mort de Voltaire, tellement c'était abominable. Et on avait vraiment l'impression qu'il faisait face au diable et qu'il ne voulait pas. Et il disait à Tronchin, sauvez-moi, sauvez-moi. Monsieur, il faut mourir. Non, 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 non. C'était, paraît-il, affreux. Affreux, affreux. Et il a vidé son pot de chambre. Enfin bon. Voltaire se convertir au dernier moment, j'y crois mal. Bon, donc on pourra continuer à les pisser sur la statue du Feuille de la Barre à Montmartre. Alors, au nom de la Sainte Inquisition, Bourreau... Pagne dans le nez. Bien. Bon, vous êtes exercé avant. Bon, très bien. On peut ne pas être d'accord avec Voltaire sur le plan philosophique, sur le plan etc. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas très bon tragédien, tout le monde le reconnaît. Oui. C'est quand même un grand écrivain, 22 000 lettres, des contes philosophiques, les Henriades cités par Frédéric Mitterrand à la cérémonie pour Henri IV, d'Orléans et Louis Alfonso. Qu'il a écrit. Le siècle de Louis XIV, il y a quand même des choses pas mal, non? Le siècle de Louis XIV, il l'a compté déjà. La Henriade, je n'ai pas réussi à lire la Henriade, je crois que c'est ça, je crois que c'est la Henriade qu'il a écrit dans la Bastille, oui, ça lui a servi au moins ça. Je vais vous dire, Voltaire se prenait pour un historien. Bon, donc, moi, je ne connais pas la littérature, je suis sûr que cette tragédie était nulle, puisque tout le monde le dit.
Ces contes philosophiques, illisibles, enfin, je déteste. Par contre, il y a une chose dont je peux juger, c'est de Voltaire historien. Hein? Alors, le siècle de Louis XIV, il paraît qu'il a complètement trompé, je ne juge pas du siècle de Louis XIV. Par contre, l'histoire du Parlement de Paris, alors je vais vous donner juste un exemple de ce que je connais. Parce que Voltaire historien, ça vaut encore son pesant de cacahuètes. Il écrit. Alors, ça se passe en 1749. Voilà, 1749, c'est ce qu'on appelle l'affaire de l'hôpital général, l'affaire de refus de sacrement. C'est pas le début, disons, c'est l'apogée des grandes querelles ecclésiastiques quand les magistrats jansénistes font la guerre à l'archevêque de Paris, défendu par les jésuites. Voilà. On est au cœur du conflit. Et Voltaire va nous raconter ça en tant qu'historien. C'est en tant qu'historien, dit-il, qu'il écrit. Dans cet intervalle, dit-il, l'archevêque Beaumont acheva de se rendre ridicule et odieux à tout Paris en destituant une supérieure et une économe de l'hôpital général, placées depuis longtemps dans ces postes par les magistrats du Parlement. Alors, de quoi s'agit-il? L'hôpital général, qui est l'asile des pauvres, l'hôpital, à l'époque, si c'est pour soigner les malades, c'est ce qu'on appelle l'hôtel-Dieu. Donc, l'hôpital qui n'est pas l'hôtel-Dieu, c'est l'asile des pauvres. Voilà. Donc, il nous raconte ici que l'archevêque de Beaumont a destitué la supérieure et une économe de l'hôpital que les magistrats du Parlement de Paris avaient nommé là. C'est faux. C'est faux. Alors là, l'histoire de l'affaire de l'hôpital général, j'ai étudié ça dans les détails. La supérieure, et pas l'économe, d'abord l'économe c'était un homme, c'était pas une femme, et il est resté en place. Et on a même retrouvé la Révolution. Donc, exit l'économe. La supérieure, à l'arrivée de Monseigneur de Beaumont à la tête de l'hôpital général, a démissionné. On ne l'a pas chassé. Donc il ment. Et s'il n'était pas au courant, il n'avait qu'à rien dire. Parce que quand on écrit quelque chose, on se renseigne. Placé depuis longtemps à ses postes par les donc, il dit destituer des personnes de cet état sous prétexte de jansénisme parut une démarche extravagante, inspirée par l'envie de mortifier le Parlement, beaucoup plus que par le zèle de la religion. C'est-à-dire que ce que nous dit Voltaire, c'est que Monseigneur de Beaumont a destitué la supérieure, vous avez compris que ce n'était pas vrai, mais il ajoute, parce qu'elle était janséniste, et il a fait ça pour embêter le Parlement. Mais attendez, le Parlement n'a pas à être janséniste ou pas janséniste. Le jansénisme est une hérésie qui a été condamnée par le pape. Dans un pays catholique, en principe, une hérésie, on ne peut pas s'en réclamer. Monseigneur de Beaumont arrive à la tête de l'hôpital général, il voit que tout le personnel pratique l'hérésie, et il prétend qu'il a destitué la supérieure, ce qui est faux, pour mortifier le Parlement qui serait janséniste. Mais le Parlement n'a pas à être janséniste. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Le Parlement est janséniste, mais il n'a pas à prendre la défense de ça. Donc c'est faux et c'est fallacieux. C'est faux et c'est fallacieux. Il dit normalement, l'hôpital général, fondé par les rois, ou du moins qui les regardent comme ses fondateurs. Ce n'est pas les rois qui ont fondé l'hôpital général. Et Voltaire était capable de le savoir. Les rois en question s'appelaient Louis XIV. Il était tout seul, Louis XIV. Hein, c'était pas Louis XV, c'était pas Louis XVI, c'était pas Louis XIII. Louis XIV, c'était pas les rois, c'était le roi. Et il a créé l'hôpital général par un édit qu'il a signé en avril 1656. Donc là, il fait comme si, en parlant de la fondation de l'hôpital général, ça pourrait être les rois, ça pourrait ne pas être, etc. De quoi parle-t-il? C'est ça l'historien? Il disait « L'hôpital général est administré par des magistrats du Parlement et de la Chambre des comptes pour le temporel et par l'archevêque de Paris pour le spirituel. Il y a peu de fonctions spirituelles attachées à des femmes chargées d'un soin domestique immense. » Alors les femmes en question, c'est ce qu'on appelait les officières à l'hôpital général. L'hôpital général était dirigé au sommet par les magistrats du Parlement de Paris et dans la maison par des femmes absolument odieuses, abominables. Des femmes d'une méchanceté achevée qui étaient d'ailleurs sélectionnées pour ça, qui couchaient toutes avec les magistrats, bien évidemment. Quand elles ne couchaient pas avec les magistrats, elles couchaient avec les curés, les prêtres qu'elles avaient fait entrer parce que c'était leurs petits copains et tout. C'était une foire d'empoigne, l'hôpital général. C'était la honte, c'était la honte. Et quand Monseigneur de Beaumont est arrivé à la tête de l'hôpital général parce que le roi lui a demandé de mettre de l'ordre, il a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça? Argent détourné, violence, brutalité, c'était abominable. »
Et ce que prétend Voltaire, c'est que comme elle pouvait faire réciter quelquefois le catéchisme aux enfants, l'archevêque soutenait que ses places dépendaient de lui. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Quand l'archevêque est arrivé à la tête de l'hôpital général, il est arrivé à la tête de l'hôpital général alors que, en 1749, alors qu'en fait, depuis un siècle, les archevêques auraient dû siéger. Dans les statuts de l'hôpital général, l'archevêque siégeait de droit, mais il n'a jamais siégé de fait. Parce que les magistrats ont dit, bon ben voilà, monseigneur, vous avez autre chose à faire. Voilà. Et ils n'ont jamais convoqué l'archevêque de Paris pour siéger au bureau et au conseil d'administration de l'hôpital général. Donc ils s'en sont passés. Puis quand les plaintes ont fondu sur le bureau du roi, le roi est allé faire appel à monseigneur de Beaumont en disant « Allez siéger à l'hôpital et allez regarder ce qui s'y passe. » Et à peine monseigneur de Beaumont est-il arrivé là-dedans, il a vu les détournements de fonds, les violences, la corruption, c'était abominable. Donc il a voulu y mettre de l'ordre. Et ce que prétend Voltaire, c'est qu'il a simplement soutenu, parce qu'elle faisait le catéchisme, que la nomination des officières dépendait de lui. Mais c'est pas ça que l'archevêque a dénoncé. L'archevêque a dénoncé que les officières qui étaient censées vivre à l'hôpital général, sous prétexte d'aller se confesser en ville, elles prenaient des bons de sortie puis elles disparaissaient plusieurs jours. Ben, c'était pas ça le règlement. Donc il leur dit, mais pourquoi vous sortez-vous? Nous voulons nous confesser. Ben, attendez, il y a des prêtres sur place. Seulement les prêtres choisis par l'archevêque n'étaient pas jansénistes. Donc pour pouvoir aller se confesser à leurs petits camarades jansénistes, elles prenaient des bons de sortie. Et le drame a éclaté quand simplement l'archevêque, parce qu'il était là pour ça, a remis de l'ordre en disant « Le jansénisme étant une hérésie, on n'a pas à se confesser à des prêtres jansénistes. Vous avez des prêtres tout à fait conformes qui sont dans l'hôpital. Vous confesserez à l'hôpital. » Et pas ailleurs. Et c'est là qu'elles ont démissionné, qu'elles sont parties, etc., etc. Donc tout ce que raconte Voltaire est faux. Tout ce qu'il raconte est faux. L'archevêque a voulu mettre de l'ordre dans le désordre de l'hôpital parce que le roi lui avait demandé de le faire. Et qu'en plus, statutairement, il était habilité à le faire. Donc tout ce qu'il raconte est faux. Et Voltaire ajoute, tout Paris fut indigné, les aumônes à l'hôpital cessèrent. C'est du joli. C'est du joli. Tout Paris fut indigné. C'est pas Paris qui fut indigné, ce sont les donateurs habituels de l'hôpital général. L'hôpital général étant une institution charitable, les gens faisaient des donations à l'hôpital général. Et de l'instant où l'archevêque de Paris, nommé par le roi, a siégé à l'hôpital général, les donations cessent. Vous trouvez ça bien, vous? À quel titre? Les pauvres sont toujours pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, les donations, c'était une façon pour les amis de la secte de faire entrer de l'argent à l'hôpital général, qui était détourné par la suite. C'était une honte. Il paraît que l'administrateur principal de l'hôpital général avait 1 million de rentes sur l'hôpital, je crois. Alors que c'était un truc pour les pauvres. Non, c'est pas de rente, je sais pas, c'était énorme. L'hôpital était pillé. Et ce que Voltaire nous raconte, c'est que une fois que l'archevêque terrorise ces malheureuses officières sous prétexte qu'elles sont jansénistes, les aumônes à l'hôpital cessent. Mais c'est ça qu'il faut dénoncer. Pourquoi est-ce que des gens qui veulent soutenir les pauvres vont cesser de les soutenir parce que l'archevêque met de l'ordre? C'est scandaleux. Et il dit « Le roi fit défense au Parlement de se mêler dorénavant des affaires de l'hôpital et les évoqua toutes à son conseil. » C'est la seule phrase du truc qui est vraie. Effectivement, le roi a dit aux magistrats « Vous savez quoi? Vous arrêtez de vous occuper des affaires de l'hôpital. C'est moi maintenant. C'est moi. Vous arrêtez de vous en mêler. » Il dit « Le lendemain, le premier président de Maupeou et 2 autres présidents, l'avocat et le procureur général, furent mandés à Versailles et on leur ordonna d'apporter les registres afin que tout ce qui avait été arrêté sur cette affaire fût supprimé. » Ça, c'est rigoureusement exact. Le roi a dit, bon, les magistrats au Parlement de Paris, je le répète, je pense que vous le savez, mais c'est pas inutile de le répéter, les juges rendaient la justice et enregistraient les décisions royales. Ils avaient 2 fonctions. La première, rendre la justice au nom du roi en son absence. Quand le roi était là, ça s'appelait un lit de justice, les magistrats pliaient, c'était le roi qui décidait, mais ils avaient une délégation de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils rendaient la justice au nom du roi en son absence. Et leur deuxième fonction consistait, chaque décision royale, de les enregistrer, c'est-à-dire de les inscrire dans les registres, de telle sorte qu'elle soit exécutoire. Tant que la loi n'est pas inscrite dans le registre, c'est un vœu pieux.
Or, les magistrats ont toujours fait de l'obstruction à l'enregistrement. Ils disaient, Majesté, bien sûr, on va enregistrer, pas de problème, mais il y a ça, 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 il y a ça qui ne va pas. Louis XIV leur a dit, ah bon, ça ne vous convient pas, allez hop, je vous supprime le droit de remontrance. Et puis le régent, quand il est arrivé au pouvoir en 1715, comme il voulait être dans les petits papiers des magistrats, il leur a rendu le droit de remontrance. Et tout le règne de Louis XV a été empoisonné par les remontrances systématiques des magistrats. Alors le roi a dit, vous savez quoi, apportez-moi les registres. Apportez-moi les registres. Et ce que nous dit Voltaire, on ne trouva point de registre. Jamais plus petite affaire ne causa une plus grande émotion dans les esprits. Voltaire veut nous faire croire que le roi a demandé des registres et qu'il n'y en avait pas, c'est-à-dire que les magistrats n'avaient pas de registre alors qu'ils étaient là pour ça. Et il prétend jamais plus petite affaire ne causa une plus grande émotion. C'est quoi une petite affaire? Le roi qui n'arrive pas à se faire obéir. Alors je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est que les magistrats n'ont pas pu apporter les registres qui n'étaient pas à jour. C'est-à-dire que le roi envoyait toute décision du roi était une loi. Une loi était exécutoire quand elle avait été enregistrée. Entre le moment où elle avait été promulguée et le moment où elle était enregistrée, elle était sous forme de cahier, qui était ensuite recopié. Donc, ce que Voltaire laisse entendre et qu'il faut comprendre, c'est que les registres n'étaient pas à jour. C'est-à-dire que les magistrats qui passaient leur temps à embêter le roi et à essayer de gouverner, ben, ils ne prenaient pas le temps ni l'argent à payer les copistes susceptibles de faire rentrer les décisions royales dans leur registre. Donc ils ont apporté les cahiers. Le roi a pris les feuilles sur lesquelles il était question de l'affaire de l'hôpital général, il les a prises, il les a chiffonnées, il les a mises dans la poche. Et Voltaire prétend qu'on ne trouve à point de registre et que ça s'arrêta là. Il ment. Il ment. Il ment. Et jamais plus petite affaire, non. Et écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi c'était pas une petite affaire. Il continue en disant, le Parlement cessa ses fonctions. Ah bah oui, le Parlement s'est mis en grève. C'est-à-dire que quand le roi a dit au Parlement, maintenant c'est moi qui décide de ce qui se passe à l'hôpital, vous n'allez plus vous en occuper. Tout ce que vous avez décidé, je le prends, je le retire, je le mets dans ma poche. C'est moi le roi, c'est moi qui décide. Toute la magistrature s'est mise en grève. C'est grave ou c'est pas grave? La magistrature s'est mise en grève. Le Parlement cessa ses fonctions, dit-il. Les avocats fermèrent leur cabinet. Le cours de la justice fut interrompu pour 2 femmes d'un hôpital. Ah bah oui. Le problème, c'est pas que le roi n'arrive pas à se faire obéir, c'est 2 femmes d'un hôpital qui déclenchent un tollé. Mais il prend vraiment les Français pour des crétins. Il prend les gens pour des imbéciles. Et moi j'ai lu, et moi par charité chrétienne je ne vous dirai pas qui, mais un historien, patenté, dire, comme Voltaire a raison quand il dit jamais plus petite affaire. C'était une affaire abominable. Abominable, l'affaire du Parlement de Paris. Parce que moi qui m'y nais dans les registres, des milliers d'enfants disparaissaient de l'institution. J'ai mis à jour un trafic d'enfants abominable à l'hôpital général. Et qu'est-ce qu'il ne fallait pas que l'archevêque voie? C'est ce qui se passait. D'accord? C'est ça l'affaire de l'hôpital général. Et quand on lit même les nouvelles ecclésiastiques, qui étaient l'organe des jansénistes, quand on lit bien entre les lignes et qu'on comprend ce que j'ai fait, c'est évident que les magistrats se livraient à un trafic d'enfants qui impliquait qu'aucune autorité autre que la leur ne vienne mettre son nez dans les affaires. Et tout ce qui a ébranlé le trône et l'Église à cette époque-là tourne autour de cette affaire, dont Voltaire nous dit « jamais plus petite affaire ». C'est l'histoire la plus sordide du siècle. J'ai mis à jour sur 10 ans des milliers de noms, prénoms, matricules, dates de naissance, lieu de naissance, paroisse de naissance d'enfants disparus de l'institution. Disparus. L'institution de l'hôpital général servait vraisemblablement de centre de prostitution, c'est-à-dire de garde de triage pour la prostitution, et de trafic de mineurs. Pour quelle destination? Je ne sais pas. Les colonies, l'esclavage en Méditerranée ou les réseaux pédocriminels. Je n'ai pas la réponse, les pistes sont ouvertes. C'est le plus gros scandale du siècle. C'est le plus gros scandale du siècle. La royauté en a été ébranlée. L'archevêque de Paris a failli laisser sa liberté, c'est-à-dire que les magistrats sont allés l'arrêter. Et il n'a dû sa liberté qu'au fait que le roi était plus rapide et l'a exilé avant que les juges l'attrapent. C'est une histoire abominable, cette histoire de l'hôpital général.
pour 2 femmes d'un hôpital. Et il dit, ce qu'il y avait d'horrible, c'est que pendant ces querelles indécentes et absurdes, on laissait les pauvres mourir en foule, faute de secours. Jamais, jamais l'institution n'a laissé les pauvres mourir de faim. Jamais. Pendant que tous les grands donateurs, jansénistes, donneurs de leçons, cessaient leurs dons, l'Église a mis la main à la poche pour pallier, et l'archevêque de Paris y a été de sa fortune personnelle. Il ment. Les pauvres moururent en foule. Et lui, il a donné combien, en fait? Et il dit, les administrateurs mercenaires de l'Hôtel-Dieu s'enrichissaient par la mort des misérables. Alors, là-dedans, il n'y a rien de vrai. Les administrateurs mercenaires, non. Mercenaires, ça voulait dire que les administrateurs se faisaient payer. Ben, justement, ils étaient bénévoles. Ah, donc, ils n'étaient pas mercenaires. De l'Hôtel-Dieu, ben, c'était pas l'Hôtel-Dieu, puisque c'était l'hôpital général. L'Hôtel-Dieu, c'était les malades, et en l'occurrence, c'était l'hôpital général, c'était pas les malades. S'enrichissaient par la mort des misérables. Comment pouvaient-ils s'enrichir par la mort des pauvres? Qu'ils ne mourraient pas. Il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'il dit. L'historiographe officiel du roi et l'historien dont, que je ne vous citerai pas, a dit que Voltaire, grand historien, a raison de dire que... Et il termine, plus de charité quand l'esprit de parti domine, les pauvres mourirent en foule, on n'y pensait pas, et les vivants se déchiraient pour des inepties. Les inepties, c'était les trafics d'enfants. Les pauvres ne sont jamais, jamais morts en foule au cours de cette affaire, parce que le roi et l'archevêque ont pallié jusqu'au rétablissement de l'ordre. Tout ce que raconte Voltaire est faux. Alors Voltaire, poète, je ne juge pas, conteur, je déteste, tragédien comme vous voulez, mais comme historien, je vous ai dit ce que je pensais. Et ce qui raconte sur Damien, alors j'ai écrit un livre sur Damien, j'ai épluché le truc, tout ce que Voltaire dit sur Damien, vous savez, Damien, c'est ce malheureux garçon qui a été dépecé vivant, enfin, absolument abominable, parce qu'il avait planté une lame, je l'ai tenu entre les mains le couteau de Damien, j'ai retrouvé en Allemagne, une lame grande comme ça, dans le dos du roi, probablement parce que, vraisemblablement, Damien avait compris les histoires de trafic d'enfants, il avait une fille qui avait été enlevée, et vraisemblablement, il a voulu faire un coup d'éclat, et tout ce que Voltaire a écrit sur Damien est faux, tout, le moindre détail, tout est faux. Tout est faux. Et moi, j'ai passé, je ne sais pas, 5-6 ans à étudier le dossier Damien. Alors, pour parenthèse, j'avais préparé un livre avec notes de bas de page, avec vraiment toutes les références, et j'ai trouvé une éditrice qui m'a dit, faites-en un roman. Donc j'ai dit, d'accord, je vais faire un roman, puis du coup, on croit que c'est faux. Hein? Bon, alors, je suis encore vivante, je peux encore écrire, je peux encore rectifier, mais je l'ai fait sous forme de roman, mais c'est véritablement l'histoire de Damien. Et tout ce qu'en a dit Voltaire est faux, mais tout, dans le moindre détail. Damien, qui ne méritait pas la corde pour le pendre, était né d'un père qui avait fait banqueroute. Un père qui avait fait banqueroute. Un paysan, ça ne fait pas banqueroute. Un laboureur, ça ne fait pas banqueroute. Un paysan, quand il voit les armées qui passent sur son champ, et puis de retour, et bien, il va mourir de la peste, il va mourir d'épidémie, il va certainement se faire massacrer son troupeau et brûler sa ferme, mais il ne fera pas banqueroute. Tout ce que dit Voltaire sur Damien est faux. Voilà. Historiographe. Non, pas historiographe. Historien. Historiographe, c'est quand il écrivait l'histoire du roi. Mais là, c'est Voltaire, historien. Et il écrit à un moment donné dans l'affaire Calas, « Madame, je raisonne comme historien. » N'écoutez pas ce que dit Voltaire, c'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire. Enfin, moi, je prétends que c'est pas comme ça. C'est un peu BHL. J'ai rien dit. Moi, j'ai dit quelque chose. On aura noté plusieurs fois que vous avez mis l'adjectif abominable à côté de Parlement, et ça nous va bien. Donc, sous cette image du triomphe de Voltaire à la Comédie Française et en cette soirée des Césars, on peut quand même reconnaître que c'est un bon comédien, même si c'est un mauvais historien. Oh, oui. On peut le condamner bon comédien. Mais non, alors, bon comédien, attendez, il y a des histoires rigolotes. Voltaire était fou de théâtre. Il avait créé des théâtres partout, il fallait qu'il y ait des théâtres, il était fou de théâtre. Et on a des témoignages d'un gars qui disait que quand il jouait la comédie, il était grotesque. Enfin bon, c'est encore autre chose. Mais quand il s'agissait de faire croire qu'il était mourant Kakoshi, mais que la rente qu'on allait lui verser allait s'éteindre dans 3 mois, il était très bon comédien. Très persuasif. Alors, là, vous allez avoir quand même beaucoup de mal à nous convaincre, puisque tout le monde sait toujours que
que Voltaire est bien l'avocat infatigable des causes, de la justice, de l'égalité, de la fraternité, de la liberté. On a parlé tout à l'heure de l'affaire Michel Labarre, il y a plein d'autres affaires. Il y a l'affaire Calas, en fait. L'affaire Calas, il y en a d'autres, en fait, hein, qu'on oublie aussi. L'affaire Sévin, l'affaire Calas, l'affaire... Oh, il y en a d'autres. Donc c'est vrai, ça. Il a quand même sauvé des gens. Ah oui, il a sauvé des gens. Alors, avant... Des gens innocents, pardon. Oui, tout à fait. Oui, Calas. Il l'a sauvé, surtout qu'il s'est intéressé à l'affaire une fois qu'il était mort. Il a fait avec Calas comme avec l'affaire du Chevalier de la Barre, il est arrivé après la bataille. Donc c'est plus facile de réhabiliter une fois qu'il n'y a plus d'enjeu. Mais il avait été informé de l'affaire Calas. Non, je voudrais vous dire quand même que la République se réclame de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, qui sont, de vous à moi, des valeurs chrétiennes. Parce que l'égalité devant Dieu, la fraternité et la liberté devant le salut, je veux dire, ça, ce sont des valeurs chrétiennes. Mais bon, revu et corrigé par les Républicains, ça a donné des trucs pas mal, ce qu'on est en train de vivre là, ce que nos malheureux aïeux ont vécu à partir de 89. Mais je vais vous dire ce que c'est que l'égalité pour un gars comme Voltaire, quand même. J'ai quand même toujours entendu dire que Voltaire faisait partie de ces gens qui avaient promu le savoir pour le peuple, etc. Écoutez bien. Je crois, dit-il, que nous ne nous entendons pas sur l'article du peuple que vous croyez digne d'être instruit. J'entends par peuple la populace qui n'a que ses bras pour vivre. Je doute que cet ordre de citoyens ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire. Il mourrait de faim avant de devenir philosophe. Il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Ça, c'est pour l'égalité. Si vous aviez comme moi une terre et si vous aviez des charrues, vous seriez bien de mon avis. Alors c'est rigolo parce que Voltaire avait des charrues, bien sûr, parce qu'il était propriétaire terrien. Mais il y a des gens qui ont tellement pris ça au pied de la lettre que j'ai vu un téléfilm en noir et blanc, ça n'a pas daté hier, dans lequel on voit Voltaire qui gratte la terre. Et puis... Ce n'est pas le manœuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois, c'est l'habitant des villes. Cette entreprise est assez forte et assez grande. Il est vrai que Confucius a dit qu'il avait connu des gens incapables de science, mais aucun incapable de vertu. Aussi doit-on prêcher la vertu au plus bas peuple. Mais elle ne doit pas perdre son temps à examiner qui avait raison de Nestorius ou de Cyril, de Zèbe ou d'Athanase, etc. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, être intellectuel, c'est se battre pour des questions des querelles intellectuelles. Je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui pour dire que ça ne sert pas à grand-chose, mais enfin pour lui, être instruit, ça revient à ça. Plût à Dieu qu'il y eût jamais de bons bourgeois infatués de ces disputes, nous n'aurions jamais eu de guerre ou de religion, et nous n'aurions jamais eu de Saint-Barthélemy. Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. Alors si vous comprenez là-dedans qu'il faut donner l'égalité de culture à tout le monde, j'ai quelque chose qui m'a échappé. À propos de fraternité, alors là c'est la meilleure, celle-là. Écoutez bien. Il écrit à son ami Damilaville en septembre 1767. « Mon cher philosophe, rendez tous ces pédants-là aussi énormément ridicules que vous le pouvez dans vos conversations avec les honnêtes gens. » Vous avez compris que les honnêtes gens, c'est pas le commun des mortels. D'accord? Donc, car cela est impossible à Paris par la voie de la typographie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Paris, enfin en France, dans le royaume de France, on n'a pas le droit de diffamer publiquement les gens par voie de presse. Il y a une censure. La censure s'assure de la conformité d'un texte qui va paraître avec les bonnes mœurs, avec la morale publique, et on n'a pas le droit de diffamer. Donc il dit on n'a pas le droit de le faire par la typographie, par contre la parole est libre, vous pouvez y aller. Un bon mot vaut bien un beau livre. Foudroyez-moi ces marauds-là, je vous en prie. Maintenant écoutez, leçon de fraternité sur les gens qui ne pensent pas comme lui. Parce que les gens auxquels il veut s'attaquer, c'est les gens qui ne sont pas d'accord avec les Lumières. D'accord? On est dans un pays de liberté, on a le droit de tout dire, c'est les Lumières en marche contre l'obscurantisme, liberté d'expression et tout. Voilà comment il demande à son ami Damilaville de traiter ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Répandez sur eux le sel dont il a plu à Dieu de favoriser votre conversation. Faites qu'on les montre au doigt quand ils passeront dans la rue, et quand vous les aurez bien écorchés, bien salés, marchez-leur sur le ventre en passant, cela est fort amusant. Pas bon? C'est bien, c'est la fraternité. Qu'est-ce qui manque? L'égalité, on va arriver à la liberté, mais attendez, avant, je vais vous raconter le combat héroïque pour la réhabilitation de Jean Calas. D'accord? Alors là on va quand même reconnaître ça. Il a fait réhabiliter Calas. Ben, il a fait réhabiliter un coupable. Ah,
Il n'a pas dit ça. Parce que, attendez. Vous pouvez peut-être rappeler les faits. Je vais rappeler les faits. Bon. Calas a été roué vif en mars 1762 parce qu'on l'a accusé à tort d'avoir tué son fils alors que son fils s'est suicidé. La foule de Toulouse, hystériquement, fanatiquement catholique et anti-protestante, a accusé ce malheureux père d'avoir tué son fils parce que son fils voulait se faire catholique. Or, c'est faux. Le fils ne voulait pas se faire catholique, il était dépressif, il s'est suicidé, et on a roué vif sous ce prétexte fallacieux, odieux, on a roué vif sur des fausses accusations d'avoir tué son fils alors que son fils s'était suicidé. C'est-à-dire que tout le combat pour la réhabilitation de Jean Calas a consisté pour Voltaire à raconter à travers l'Europe entière que les juges français, toulousains en l'occurrence, avaient été suffisamment ignobles pour montrer une cabale contre un père innocent, le rouer vif, c'est une mort dégueulasse. La roue, c'est affreux. C'est affreux. C'est vraiment... Ça et le bûcher, c'est... Bon, la justice d'Ancien Régime, bon. Donc, il raconte que les juges toulousains, sur pression de la foule, parce que c'est toujours la foule, les juges à Toulouse, d'après Voltaire, la foule dit bouh, alors tout de suite, le petit doigt sur la couture du pantalon, ils obéissent à la foule. Donc la foule disait, c'est un protestant, il a tué son fils qui voulait se faire catholique, rouez-le, rouez-le, et les juges ont obéi. C'est quasiment ça qu'il raconte. Et tout est faux dans ce que raconte Voltaire. Tout est faux. Je vais vous expliquer l'histoire. Un soir, le père Calas, la mère Calas, leurs deux fils, leur servante et un ami de passage soupent rue des Filatiers à Toulouse. À la fin du repas, Marc-Antoine, le fils aîné, descend, il mange à l'étage, en bas il y a la boutique, c'est des drapiers. Il descend. Une heure après, le second fils prend une torche et veut raccompagner l'ami de passage, qui présente ses devoirs à Madame Calas, à Monsieur Calas et à la servante. Ils descendent et en passant devant la boutique, ils trouvent le cadavre de Marc-Antoine étranglé par terre. Le début du drame, la police arrive, c'est pas la police, c'est les capitouls, c'est-à-dire les magistrats municipaux. La première instance à Toulouse, ce sont ce qu'on appelle les capitouls, c'est les édiles de la ville. Et ils arrivent et ils arrêtent tout le monde. Ils arrêtent tout le monde, ils mettent tout le monde en prison. 2 jours après, le père Calas dit je n'ai pas trouvé. Alors, ils disent tous sous serment qu'ils l'ont trouvé étranglé par terre. Sous serment. Et 2 jours après, ils disent on a menti. On a voulu cacher qu'il s'était suicidé parce qu'on voulait lui épargner le sort réservé aux suicidés, c'est-à-dire d'être jeté à la fosse commune après avoir été traîné sur une plaie à travers la ville. Enfin, les funérailles d'un suicidé, c'était vraiment pas glorieux pour la famille. Donc il dit on a fait croire que... C'est-à-dire que de toute façon, d'un côté comme de l'autre, ils ont menti. Soit ils ont menti au début, soit ils ont menti à la fin, mais ils ont menti. Donc le père Calas a été reconnu coupable du meurtre de son fils. Il a fait appel. Et en jugement d'appel, il a été condamné et exécuté. Et Voltaire arrive en disant tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Alors d'abord quand il raconte l'histoire, il ne dit pas qu'il y a une procédure d'appel. Il raconte qu'on l'a torturé pour lui faire avouer alors qu'il a été condamné à être torturé comme c'était toujours le cas. On vous raconte que les gens ont avoué sous la torture. Ben oui, ils ont avoué sous la torture une fois qu'ils ont été condamnés. On ne torturait que des gens déjà condamnés. La torture était dans le jugement de condamnation. Donc, on torturait les gens pour les faire, pour pas qu'ils aillent en enfer. On les torturait pour qu'ils avouent. Mais on ne les torturait que si on était sûr qu'ils avaient commis le crime. On ne les torturait pas pour s'assurer qu'ils avaient commis le crime. Ça, j'ai regardé, j'ai vérifié. Hein. Ça, c'est dans le code de procédure criminelle, dans l'ordonnance criminelle de 1670, c'est très clairement quoi. On ne torturera que quelqu'un dont on est rigoureusement sûr de la culpabilité. Voilà. De telle sorte que si quelqu'un résiste à la torture et qu'il est coupable, on relâche pas, tout simplement. C'était pas par bonté d'âme, c'était par logique. C'est très bien que quelqu'un qui va reconnaître un crime sous la torture, ça ne veut pas dire qu'il l'a commis, ça veut dire simplement qu'il ne supporte pas la torture. Donc nos aïeux n'étaient pas si crétins. Or, Voltaire a quand même réussi à faire croire, et moi j'ai rencontré un jour une jeune Tunisienne qui étudiait l'affaire Calas en littérature à Tunis. Elle me dit, mais Marion, il a été torturé, le père Calas, avant ou après? J'ai dit, c'est dans son jugement de condamnation, mais c'est pas ce qu'on a dit à la faculté. J'ai dit oui, parce qu'à la faculté, on étudie Calas comme œuvre littéraire de Voltaire.
Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Voltaire ment tout le temps, de toute façon, n'en cherchez pas. Si vous essayez de savoir comment une chose ne s'est pas passée, regardez ce qu'a dit Voltaire, mais pas la Donc, ce que raconte Voltaire, ce qu'il va raconter à l'Europe entière, c'est que les juges ont fait exprès de condamner un innocent par fanatisme religieux. Alors moi, je vais vous dire ce qui est sûr dans l'affaire Calas, parce que tout n'est pas clair. Vraiment, tout n'est pas clair dans l'affaire Calas. Le fils Calas n'a pas pu se suicider, parce que toute leur reconstitution a été faite, la longueur de la corde, l'élargement du truc, tout a été fait. Il y avait une justice criminelle, il y avait des experts, on a fait venir le chirurgien, le machin et tout. Tout a été fait, il a été démontré, et Voltaire le savait, qu'il n'avait pas pu se pendre aux deux montants d'une porte. Regardez ce qu'on avait raconté. Vous avez une porte comme ça, il aurait rapproché les deux montants de la porte et mis entre les deux un billot de bois, c'est-à-dire un morceau de bois dont on servait, vous savez, pour mettre dans les rouleaux de tissu. C'était des grands bâtons qu'on rentrait dans les rouleaux de tissu qui permettaient de soulever les rouleaux de tissu. Donc ça s'appelait une bille. Donc la bille aurait été mise entre les deux montants de la porte et il se serait suicidé comme ça. La bille était trop courte, les portes étaient trop hautes, il n'y avait pas d'escabeau, il n'y avait pas de... Impossible! Il ne s'est pas suicidé, ça n'est pas possible. Or la maison était fermée de l'intérieur. Vous auriez conclu quoi, vous? Bah, comme les juges, que c'était quelqu'un de la famille. Et pourquoi est-ce qu'on a condamné le père? Bah, parce que c'était le père. Parce que c'est lui qui a couvert tout. Tout ce que raconte Voltaire est faux. Tout ce que raconte Voltaire est faux. Et le jugement de réhabilitation de Calas, qui est un véritable déni de justice, ça a été une cassation pour vice de forme, pas autre chose. Et là, on nous vend le traité de la tolérance, parce que Voltaire s'est permis, après, de raconter à l'Europe entière que les catholiques français étaient des fanatiques et qu'il fallait faire la promotion de la tolérance. Vous savez ce que ça a été, l'affaire Calas? Ça a été la promotion du protestantisme, en l'occurrence, non pas la théologie protestante, dont il n'avait que faire. Alors lui, la théologie, c'était le cadet de ses soucis, mais la banque protestante. Il était à Genève. Il a fait la promotion de la banque protestante. À quel moment? Au moment où la France venait de perdre la guerre de 7 ans contre l'Angleterre protestante et la Prusse protestante et la Hollande protestante. C'est-à-dire qu'en fait, Voltaire a poussé le roi de France, qui a eu des raisons par ailleurs d'accepter le coup, parce qu'il pouvait dire non, hein, mais c'est un montage pour dévaloriser les catholiques, les faire passer pour des fanatiques anti-protestants et faire la promotion du protestantisme. Eh bien, ça a marché. Ça a marché. Plus personne n'osait dire du mal des protestants. Les Français ont été persuadés par tous les mensonges de Voltaire que le fanatisme anti-protestant avait fait rouer un innocent, alors que de toute évidence, je veux bien, il reste un doute, mais de toute façon, s'il reste un doute sur la culpabilité directe du père Calas, il n'y en a pas sur la bonne foi du tribunal et du jugement. On n'a pas le droit de calomnier les juges comme l'a fait Voltaire. Et Voltaire a calomnié les juges les plus intègres de cette affaire. Il a déversé sa haine et sa calomnie contre des gens absolument intègres qui avaient fait leur boulot remarquable. Et je vais vous dire, c'est pas difficile de le savoir. Enfin si, c'est difficile, c'est long, c'est long. Mais toutes les pièces du dossier Calas sont disponibles à Toulouse. Et maintenant, elles sont en ligne. Allez faire un tour. Sortez le procès Calas et comparez avec ce que dit Voltaire. Il ment, il ment, il ment, il ment. L'affaire Calas a été une opération de promotion de la banque protestante et culpabilisation de la population catholique. Or, la population catholique, c'est bien simple, c'est le peuple français qui est catholique. Le peuple français est catholique. 90% de la population est paysanne et va à la messe. Alors, je veux bien qu'en ville, on y aille un peu moins, mais de toute façon, on y va, les églises sont pleines. Et ça fait partie du travail de sape de Voltaire contre le catholicisme. À coup de mensonges. Tout est faux dans ce qu'il a dit. Il a diffamé la France auprès de tous ses ennemis, alors que la France était en train de perdre la guerre contre les ennemis en question. Et les protestants sont devenus les gentils, puisque les catholiques étaient les méchants, ça ne vous rappelle rien? C'est exactement la même chose que la culpabilisation des Français racistes. Aujourd'hui, on dit les Français de souche sont des racistes. Et les gentils, c'est les immigrés. Et bien à l'époque, les vilains, c'était les intolérants catholiques, et les gentils, c'était les protestants.
Or, comme les protestants, il n'y avait plus de protestants. Il n'y avait plus de protestants en France, puisque avec la révocation de l'édit de Nantes, les protestants étaient partis, ou alors ils s'étaient transformés en bons catholiques, et bien on les a vus réapparaître. Puis on a même eu un ministre. On a même eu un ministre protestant, Necker. Vous savez ce qu'il a fait, Necker, quand le roi a voulu de l'argent? Il dit, Majesté, vous inquiétez pas, je vous en prête. Je vous en prête. Alors il a prêté de l'argent. Puis un jour, quand il a fallu rembourser, qu'elle n'avait plus, quand on a convoqué les États généraux, ça vous dit? Ça vous évoque quelque chose? C'était bien joué, hein? C'était bien joué, hein? C'est ça. C'était quoi? Infatigable, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ah, la liberté, oui. Oui, Voltaire a défendu la liberté, oui. La liberté du commerce. La liberté du commerce. Voltaire a défendu la liberté de circulation des grains, qui était le moyen le plus sûr de permettre aux riches de spéculer sur le pain du peuple. Je résume. Le marché des subsistances est surveillé par la police. La police, tous les matins, va sur les marchés s'assurer que les marchands ne vendent pas le pain du peuple plus cher que ce que le plus pauvre peut l'acheter. C'est le contrat entre le peuple et le roi. Le roi protège et le peuple obéit. Le peuple obéit parce que le roi protège, et le roi protège parce que le peuple obéit. Et le roi protège quoi? Il assure la subsistance. Les Lumières, Voltaire et consorts, ont voulu remplacer cette protection du roi par l'économie de marché, qui consiste à dire le bon prix, ce n'est pas celui qui va être fixé par le roi, c'est celui qui sera fixé par le marché. Et la condition du marché, c'est la libre circulation des subsistances. Tout le monde a le droit d'acheter des subsistances au prix qui lui convient et de le vendre à l'endroit où il veut. C'est les émeutes de la faim, c'est la guerre des farines, ça sera la Révolution française. Et cette liberté-là, Voltaire l'a défendue jusqu'à la mort. Et à l'heure actuelle, ce monde-là, c'est celui dans lequel nous vivons. C'est celui dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que Voltaire a bien mérité de Charlie, il n'y a pas de doute. Mais moi, je ne suis pas Charlie. On n'a pas fini. Il y a encore deux chefs d'accusation. Donc, pour l'affaire Calas, vous nous avez laissé sans voix, normalement. Allez voir. Tout le monde n'a pas compris, j'ai l'impression. C'est pas grave. En revanche, voilà, donc condamnation pour rendre justice au juge de Toulouse. David de Baudrigue, le juge de Toulouse s'appelait David de Baudrigue. C'était un homme d'une intégrité absolument jamais prise en défaut, que Voltaire a ruiné. Et un jour, Voltaire s'est dit, ah, il s'est suicidé. Alors, un, c'était pas vrai, et deux, si ça avait été vrai, il y avait un peu de quoi se vanter. On vient de le venger. Bien. Donc, presque dernière calomnie de votre part. Voltaire, c'est quand même le père de ce qu'on vit, effectivement, vous l'avez dit. Oui. Il n'a pas été panthéonisé pour rien, il est quand même un républicain convaincu. Alors, républicain. Alors, non, lui, il n'était pas républicain, parce qu'il n'aurait jamais osé. C'est comme il n'était pas du tout athée, hein, il ne fallait pas croire. Ben non, il ne fallait pas le dire. Oui, la République a bien mérité de Voltaire. Oui, toute l'idéologie républicaine, c'est tiré de l'esprit des Lumières et c'est tiré de Voltaire. Donc, vraiment, lui n'était pas républicain, mais la République a eu parfaitement... D'ailleurs, à l'origine, il n'a pas été panthéonisé par la République, puisqu'il a été panthéonisé en 91. Donc, c'est encore la monarchie constitutionnelle. Mais vous inquiétez pas, c'est les bons, c'est les marchands. C'est les marchands, en fait. Il a été panthéonisé par les marchands. C'est-à-dire que l'esprit des Lumières, le siècle des Lumières, l'encyclopédie, le travail de Voltaire et tout ça, ce sont des gens qui ont remplacé, avec succès, la recherche du bien commun par la recherche de l'intérêt particulier et Dieu, valeur suprême, enfin être, par le profit. On va rechercher à plaire à Dieu ou on va rechercher le profit. Les nuls, ils recherchent Dieu, et les bons, ils recherchent le profit. Voilà. Et ça, c'est la République, incontestablement. Une petite fléchette pour la République. Voilà, et avant le dernier coup de grâce, donc Voltaire est intouchable, puisque Voltaire, c'est Charlie. Voltaire est intouchable parce que Voltaire, ça fait un moment que je dis Voltaire. Écoutez, si on veut rétablir la guillotine pour moi, j'espère que vous serez là pour... Alors, soyez un petit peu plus malin que le baron de Batz. Alors, j'ai appris que le roi, le jour le 21 décembre, il y aurait un certain baron de Batz qui a raté sa tentative de le faire libérer. Alors là, écoutez, si je racontais ça à mon âne, il m'enverrait une paire de claques.
Je ne crois pas une seconde que quelqu'un qui voulait libérer le roi ce jour-là n'a pas réussi. C'était un jeu d'enfant. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne voulait pas. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. La population était à ce point tétanisée, ce procès était à ce point aberrant. Et celui qui aurait voulu libérer le roi ce jour-là l'aurait fait. Donc je ne crois pas une seconde que le baron de Batz ait voulu libérer le roi. Maintenant qu'il ait voulu le faire croire, ça, je suis d'accord. Il avait certainement intérêt à le faire croire. Voilà. Voltaire n'a jamais été républicain, mais les républicains se sont bien retrouvés en lui. Les valeurs de la République, on appelle ça. J'aime pas bien. J'aime plus. J'étais républicain jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je peux plus. Donc je pense qu'à l'unanimité, on va demander à Voltaire de répondre, mais a priori il ne veut pas. Donc à l'unanimité, Marion Sigaud, la Cour vous relaxe et vous condamne à écrire et à revenir la prochaine fois. Ah d'accord, ça je vais... Je voudrais juste vous lire le dernier mot de mon livre. Et puis si vous voulez qu'on passe aux questions, je ne sais pas. Hein. En guise de conclusion, le présent ouvrage a été écrit dans le but de rétablir des vérités trop souvent malmenées par l'affreux Voltaire et ses turiféraires, qu'on ne s'imagine pas que tout vient d'être dit, on n'a fait qu'aborder, seulement aborder le sujet.